De manière concrète, ça fait 7 ans que je pratique. J'ai commencé simplement par le magnétisme au départ, puisque c'est quelque chose qui est venu naturellement, par ressenti, et puis c'était assez instinctif. Donc c'est ce qui a nourri le désir de connaissance au départ. Il y avait toute une partie, on va dire, de la vingtaine. J'ai énormément passé de temps à me documenter, donc c'était tout ce qui pouvait tenter d'expliquer des ressentis que j'avais, des impressions de ressentis que je pouvais avoir, et qui n'étaient pas expliquées ou dans l'entourage que j'avais, ou dans les informations que je pouvais glaner dans mon quotidien immédiat. Donc c'était très désordonné. Mais j'étais avide et je sentais que derrière ce que je pouvais lire, c'était notamment des lectures, c'était quasiment essentiellement des lectures, il y avait des définitions à la structure que je semblais percevoir. De mon point de vue, tout est organisé sous forme de structure. Moi, le métier que j'ai choisi d'exercer, c'est développeur informatique, donc c'est très... on va dire pour arriver à une même chose, on peut utiliser différentes formes, mais il y aura toujours un algorithme. Et ce sera toujours des 0 ou des 1, donc il y aura une loi d'équilibre, de polarité. Donc tout fonctionne selon cette polarité, et le magnétisme, ça fonctionne sur une polarité. L'attraction, la répulsion, etc. Donc ça me semblait cohérent dans le système de fonctionnement. Mais j'ai très vite compris que c'était limité, comme simplement le magnétisme, et que c'était peut-être pas parfait comme système. Et c'est là qu'est venue l'alimentation, puisqu'on peut tout à fait endiguer un eczéma, un psoriasis, un ulcère gastrique par le magnétisme, mais quelle est la cause profonde de ce mal-là? Je me suis dit, c'est peut-être que tu coupes la possibilité à la personne de véritablement guérir selon son besoin, si c'est l'alimentation. Tu vas l'empêcher de trouver la cause. Puis après, il est venu d'autres choses. Il dit, tiens, le problème de peau, il y a beaucoup de facteurs émotionnels, mais en même temps, on peut faire un ulcère gastrique en étant hyper nerveux ou hyper anxieux. Et on peut déclencher un eczéma ou un urticaire dans une situation. Alors là, ce n'était pas arrangeant, c'était ni le magnétisme, ni l'alimentation. Donc il a fallu aller glaner des informations du côté de la gestion émotionnelle. Et puis comme ça, de fil en aiguille, c'est comme ça qu'est venue la volonté de me former à différentes choses, dont la naturopathie, mais il y a le yoga qui est venu dedans, la gestion du stress, la cohérence cardiaque, le jeûne, la conduite de jeûne, la thérapie manuelle, enfin tout un tas de choses qui se présentaient à l'instant T au moment où je sentais des manquements dans la structure que j'essayais de visualiser, d'établir, qui n'est pas la bonne, qui n'est pas parfaite, qui est simplement celle qui s'élabore à mesure que j'entrevois les choses au fur et à mesure, comme quand on est dans la brume et quand on voit le paysage se dessiner au fur et à mesure qu'elle se lève. La compréhension de l'humain au sens large, plus loin que la connaissance de la santé, pour moi c'est un peu cette chose-là. C'est qu'on voit la brume se désépaissir à mesure qu'on plisse les yeux pour essayer de voir plus loin. Et donc là, ce que je vais essayer de présenter ce soir, ça va être petit, ça va être modeste par rapport au temps qu'on a, puis par rapport à la capacité que j'ai à le transcrire de tout ce que j'ai pu rencontrer, puis ça va être partiel, évidemment. C'est la synthèse de ces dernières années à essayer de compiler et puis de mettre ensemble des choses, à chercher une cohérence, une imbrication et puis un algorithme. Et qui est l'algorithme de fonctionnement de l'humain, parce qu'on cherche tous ça en fait. Déjà savoir qui on est, puis après comment un humain ça fonctionne, sur quelle base, sur quelle sensibilité, sur quelle structure. Il y a plein de systèmes, il y a plein de sous-systèmes, c'est complexe. Déjà si on s'intéresse juste au corps physique dense, on aura le système nerveux, on aura le système endocrinien, on aura le système musculaire, on aura le squelette, on aura le système immunitaire, et puis dedans il y aura encore des sous-systèmes, là-dedans il y aura le système hépatique-biliaire, le système rénal, tout un tas. Déjà rien que ça, ça prend du temps.
Et puis après, on va s'intéresser aux émotions, puis on va regarder toutes les interactions, on va dire, bah, tiens, il y a les mémoires aussi, dans la mémoire cellulaire, tout un tas de choses. Et c'est pour ça qu'on a des spécialistes et des spécialités, pour que les gens aient le temps de creuser sur toute une vie, sur toute une carrière, des petits aspects de cette structure. Et c'est quand on les met en concordance les uns avec les autres, quand chacun apporte son Lego, qu'on arrive à entrevoir un petit peu comment un humain fonctionne, et on vit une époque assez formidable où les informations circulent. Les langues sont traduites, les langues sont déliées aussi, il y a des choses qu'on peut dire aujourd'hui qu'on ne pouvait absolument pas entendre il y a quelques dizaines d'années sans passer pour un frappadingue ou un sectaire. On a cette chance-là aujourd'hui de pouvoir parler librement, de dire bah oui, je suis végétarien, j'ai déjà jeûné ou je fais du yoga. Ça paraît tout à fait banal, la preuve, on le lit dans n'importe quel magazine féminin, ces choses-là. Vous auriez dit ça il y a 50 ans, vous auriez été sous surveillance des sectes et vous auriez eu de violentes réprimandes de votre entourage. Donc les choses changent, donc on cherche toujours plus, et c'est normal parce qu'on cherche à étendre nos connaissances, notre liberté, notre épanouissement. Mais on vit une époque quand même dorée, où on arrive à mettre en concordance et à assembler les connaissances humaines qu'on a glanées au fil des âges, au fil des cultures, et au fil de l'ouverture de conscience à laquelle on a accès. Il y a quelque chose qui est assez formidable aujourd'hui dans la compréhension scientifique, c'est la physique quantique, qui offre un champ d'expérimentation, de connaissances et de développement de la science assez incroyable. Et on voit de plus en plus de médecins s'intéresser à ça, de chercheurs s'intéresser à ça, de gens qui travaillent sur le stress, sur les blocages émotionnels s'intéresser à ça, c'est-à-dire qu'on est en train de relier tout à travers la physique quantique. D'expliquer, de dire, ben voilà, cette personne devrait être carencée parce qu'elle mange comme ça, ben finalement c'est pas, puis on voit même que les gens qui se nourrissent que de prana, que de lumière, et puis alors ça, on aurait semblé, ça nous aurait paru tordu, sauf que là maintenant on n'arrive pas à l'expliquer, enfin on arrive à l'expliquer, et même quand on n'arrive pas à l'expliquer, on arrive à le constater. Donc ça dépasse l'entendement. Mais aujourd'hui, on sait tout ça. Alors, ça heurte nos convictions, ça heurte nos principes, ça fait tomber beaucoup de structures, d'anciennes structures qui étaient limitantes. Et derrière, c'est un gouffre vertigineux quand on cherche à comprendre, parce qu'on se dit oh là là, oh là là, oh là là, on s'arrache les cheveux. On n'en voit pas le bout. Mais c'est enthousiasmant, dans le sens où on a une vie, peut-être plus, enfin en tout cas on a cette existence-là, pour trouver des solutions sur nos limitations. Et pour l'un, ça sera l'alimentation, l'hygiène de vie, pour d'autres, ça sera les techniques respiratoires, d'autres le yoga, d'autres le qigong, d'autres le développement de toute la gestion émotionnelle, pour l'autre, tout l'aspect énergétique, et pour un autre, la spiritualité. Et on a le choix. Et il y a des époques où on n'avait pas vraiment le choix, parce qu'on n'avait pas ces informations-là, ou alors elles étaient réservées à certains initiés, à certains savants. Il y a encore peu de temps, tout le monde ne savait pas lire, tout le monde ne pouvait pas aller à l'école. À l'échelle de l'humanité, c'est quand même un bond assez exceptionnel. Et aujourd'hui, on est en capacité de comprendre des messages ancestraux, millénaires, laissés par les anciens, qui étaient sous forme ou codée ou symbolique. Parce que comment exprimer ça? Comment exprimer la physique quantique? Même nous, on n'y arrive pas. On y arrive difficilement, il faut être un Nobel, il faut être même quand c'est vulgarisé, la physique quantique, c'est coton. Donc ces ressentis-là de ce qu'est la vie, entre guillemets, ça a toujours fait partie de l'homme, et c'est pour ça que les gens s'épanouissent et essayent de construire des schémas qui sont hors de l'explication rationnelle, parce qu'il n'y avait pas encore les outils. Donc on va utiliser peut-être des astres, peut-être des symboles, peut-être des... Voilà. Et aujourd'hui, on arrive à faire des corrélations que les premières écritures en Mésopotamie disent apparemment des choses analogues à ce qu'on découvre nous. On met en relation la pertinence des préparations ayurvédiques qui datent d'il y a 5000 ans, et on ne trouve pas mieux. On est en mesure de comprendre des textes d'astronomie, parce qu'on a les outils de mesure pour comprendre qu'en fait, oui, c'était juste pas des dessins comme ça, en fait, c'était des représentations au degré près. Et ça nous paraît incroyable. Donc, il y a une richesse dans l'homme, encore inexplorée. Donc, c'est un continent qui est encore à découvrir, ou une brume qui se dégage, mais encore une fois, aujourd'hui, on a suffisamment de pistes pour pouvoir assembler les choses. La plus grande erreur, quand on cherche
Guérir un individu, c'est de le diviser en morceaux et de proposer des solutions parcellaires qui vont n'identifier qu'une partie de sa composante et qui ne répondront peut-être que rarement à la cause, puisque c'est peut-être un aspect global, que j'appelle ici pour la conférence multidimensionnel. Mais on pourrait dire multicouche ou peu importe, il fallait trouver un mot, donc c'est celui-là. Que l'homme a plusieurs dimensions. On pourrait le voir sur la physique quantique ou la théorie des cordes. Il existerait peut-être même sur plusieurs dimensions. Alors là, on va rester sur l'univers fini et dire qu'en tout cas, on peut affirmer aujourd'hui, sans problème, que l'homme a plusieurs dimensions. Alors je retiens 4. C'est mon parcours, mon expérience qui me fait dire que j'en retiens 4, mais d'autres pourraient dire 7, 8, 9, 10, peu importe. En tout cas, aujourd'hui, c'est 4. Et donc, je distingue l'hygiène de vie, avec des sous-composantes, la gestion émotionnelle, avec des sous-composantes, l'aspect énergétique, avec ses sous-composantes, et l'aspect spirituel, avec ses sous-composantes. Donc, ce sont les choses que j'ai tenté d'investiguer, de comprendre, et de mettre en lien, et surtout en mouvement dynamique. La nourriture de l'homme, elle n'est pas uniquement matérielle, et c'est vrai qu'on la résume à ça. J'ai souvent l'habitude de dire que le premier carburant humain, c'est l'air quand même. On peut se priver d'eau et de nourriture pendant plusieurs jours, mais d'air, ça va être compliqué. Et même quand on retient son souffle, quand on se met en apnée, on vit quand même. C'est une durée limitée, mais on vit quand même. Donc c'est une notion de réserve. Mais il se nourrit de bien d'autres choses, parce que dès l'instant que l'énergie ne circule plus dans l'humain, il meurt aussi. Donc il y a quelque chose de plus subtil qui l'anime, en définitive. Mais on se sent mort aussi à l'intérieur quand on perd toute notion de croyance, ce que j'appelle la spiritualité pour résumer. On existe, mais on ne vit pas, ça ne vibre pas à l'intérieur. Et dans une vie, je pense qu'on a tous l'occasion d'expérimenter ça, d'une manière ou d'une autre, à travers la perte d'un être cher, la perte de repères ou des événements violents, traumatiques. On peut perdre pied, on peut perdre foi, temporairement. Et là, oui, on existe, on mange, on respire, on va aux toilettes, on excrète, il y a des fluides qui circulent, d'accord. Pourtant, on ne sent pas de vie à l'intérieur. Il n'y a pas d'animation. Donc on sait pertinemment qu'on nous l'explique ou pas, qu'on tente de nous prouver le contraire ou pas, on sait qu'il y a autre chose. Et aujourd'hui, on peut expliquer, on sait qu'il y a autre chose. Donc on va essayer de voir en quelques dizaines de minutes qu'est-ce qui pourrait composer un humain et ce sur quoi on devrait porter notre attention, moi, quotidiennement, au moins en conscience, même si on ne fait pas d'actes concrets et volontaires dessus, pour nous rendre le plus holistique possible, le rendre le plus complet possible, et puis vivre à travers tout ce que nous offre l'existence comme possibilité. On ira du plus dense jusqu'au plus subtil. Alors, quand on parle de densité, on parle d'hygiène de vie, d'aspect concret des choses. Et quand on est dans le concret, on ne peut pas passer outre le fait de parler d'alimentation. Donc, j'en ai fait un cheval de bataille, c'est, je ne sais plus, 102, 103e conférence, j'ai dû en faire 100 sur l'alimentation. Tout en sachant dès le départ, la première fois où j'ai parlé, devant un groupe de personnes, qu'il y avait 4 plans. Mais ça commence toujours dans la matière. Cette vie-là, qu'elle soit subtile, qu'elle soit éthérée par moments, elle est faite pour être vécue dans la matière. Et la manière de se relier à la matière, c'est par l'alimentation. De vivre les choses au niveau cellulaire, et on le sent tous, quand on mange quelque chose d'inapproprié, comme on se sent lourd, comme on se sent gêné, comme on se sent obstrué, comme on sent la capacité de développer nos capacités.
Ça, on l'a tous expérimenté, cette lourdeur-là. Donc le but, oui, on est des êtres de matière, on est des êtres accardés, donc on doit se nourrir. Mais il ne faut pas que ça soit un empêchement, il ne faut pas que ça soit une obstruction à la réalisation. Donc on doit manger pour être vivant plus longtemps et mieux. Donc la question que tout le monde se pose, c'est à travers tous les systèmes de nutrition qui sont proposés, complètement aux antipodes les uns des autres, tous les courants alimentaires santé qui marchent tous, qui guérissent, et pourtant ils sont contradictoires dans leurs explications. Souvent on se bat et on avance des arguments pour dire c'est un tel qui a raison, puis ça c'est pas ci, puis ça c'est pas ça, des querelles de chapelle. Moi, le travail que j'essaie de faire, c'est de trouver les points de correspondance. C'est ça qui est le plus intéressant. Plutôt que de s'attarder tout le temps sur les divergences, qui sont peut-être en petit nombre, attardons-nous sur les convergences qui sont peut-être en grand nombre. Et ça nous permettrait de faire une synthèse. Ce qui est sûr, c'est quand on regarde les régimes qui guérissent. Ce n'est pas un régime qui va guérir, c'est le corps qui va se guérir par lui-même en utilisant ou des propriétés de l'alimentation, mais surtout en faisant en sorte que les aliments qui viennent de notre tube digestif prennent le moins d'énergie possible pour que cette énergie soit dévolue aux processus métaboliques du corps humain, que sont les processus métaboliques, l'assimilation des nutriments, la détoxination des déchets du fruit du travail cellulaire. Voilà, c'est les deux grandes composantes pour résumer. Donc en gros, il faut apporter une alimentation riche en nutriments facilement utilisables et qui laisse peu de déchets dans l'organisme. Et là, on pourra développer plus d'énergie. Et on pourra vivre pleinement. Quels sont les aliments qui apportent la vie et le moins de travail? Eh bien, simplement ceux qui peuvent être soumis aux lois de la vie, donc ceux qui peuvent mourir. Alors on pourrait dire, tout est mortel, tout est fini. On peut dire plus ou moins. Vous avez des plats préparés aujourd'hui, ou des boîtes de conserve, que vous pourrez garder 15 ans, 20 ans, sans qu'elles soient altérées. Est-ce que cet aliment stagnant peut vous apporter de la vie? Évidemment non. Je parlais de civilisations et de cultures anciennes. On retrouve dans les pyramides incas et égyptiennes du maïs ou des grains de maïs secs ou du kamut. Ça a 2, 3, 4 000 ans, d'accord. On le met dans des conditions de germination, donc c'est-à-dire avec de l'humidité, de l'eau, une température optimale entre 20 et 25 degrés, et de l'absence d'obscurité, de lumière, de l'obscurité, comme s'il était sous la terre, et ça germe. Le grain, il a 4000 ans. Par contre, une fois germé ce grain, est-ce qu'il va durer 4000 ans? Certainement pas. Et il dure 4000 minutes, ça sera magnifique. Donc le grain de blé, de kamut, de maïs, est-il préférable de le manger inerte, tel qu'il est présenté par la nature, ou sous forme de plante ou de germination? Et on va voir qu'au niveau métabolique, ce n'est pas du tout la même chose. Les céréales, puisqu'il est question de ça, il faut bien commencer par quelque chose, et là on est vraiment dans la densité, ce sont des aliments au mieux du mieux de stagnation. Ça, c'est dans le meilleur des cas. La majorité des cas, ce sont des aliments de dégénérescence. Pourquoi? Parce que pour que ce kamut, ce maïs ou ce blé ne germe pas sporadiquement dans le milieu où il se trouve enfermé, il y a des lois naturelles qui doivent s'exprimer à l'intérieur. Il y a des inhibiteurs d'enzymes qui l'empêchent de germer cette graine-là. Ce qui est valable pour les céréales est évidemment valable pour tout ce qu'on va retrouver sec, oléagineux, comme les fruits à coque ou légumineuses. Ce qu'on peut stocker, encore une fois, des centaines d'années, qu'on puisse manger derrière, d'une manière ou d'une autre. Ils ont tous la particularité, ces grains-là, de contenir des inhibiteurs d'enzymes qui les empêchent de germer sporadiquement et que ça soit perdu pour la nature.
la nature est formidable, puisqu'on voit apparaître, parfois dans le désert, des variétés de plantes inconnues. Ce sont des grains enfouis, qui ont été enfouis dans le sol, et qu'avec le travail de la croûte terrestre remontent. Il suffit d'une pluie et ça germe, et là, les botanistes sont tout heureux. Il peut donner son nom à une nouvelle fleur, à une nouvelle plante, mais peut-être qu'a sans doute existé il y a des milliers d'années, et qui avait déjà un nom, ça c'est certain. Donc la graine est un support de vie incroyable, qui résiste au temps, et qui ne résiste pas à toutes les conditions, on l'a vu. Donc si on met ce grain inerte avec cet inhibiteur d'enzymes dans les conditions propices, il va germer. Et là oui, d'accord, vous connaissez tous les graines germées, on en vante les bienfaits. C'est pas nouveau, hein, toutes les cultures ont utilisé la germination pour en faire telle ou telle chose. Hein. Avec l'orge germée, on le faisait fermenter, on en faisait de la bière, etc. On a travaillé toutes les manières. On a fait du mil en Afrique, on faisait des bouillies de grains fermentés en Amérique du Sud, etc. etc. Cet inhibiteur d'enzymes va voir s'exprimer de l'acide phytique dans les grains. Cet acide phytique-là va déstructurer au niveau moléculaire les nutriments contenus dans le grain. Vous pensez consommer du potassium, du magnésium, du phosphore et du zinc quand vous consommez des céréales complètes. Vous ne consommerez pas ces minéraux et ces oligo-éléments-là, vous consommerez des phytates de magnésium, des phytates de potassium, des phytates de phosphore et des phytates de zinc, puisque l'acide phytique va déstructurer moléculairement les minéraux, puisque le corps est une usine alchimique et que ce n'est pas aussi simple qu'on veut nous le faire croire en diététique classique. La preuve, c'est qu'on constate des carences. Si les gens qui consomment le plus de céréales, ce sont les végétariens, et on constate souvent, c'est vrai, des carences en zinc. Donc on leur dit, bah tiens, les aliments les plus riches en zinc, ce sont les céréales. Tu devras en manger plus. La personne répond, j'en mange déjà beaucoup. Oui, mais pas assez si tu es carencé. Donc on en mange plus, jusqu'à oublier de consommer d'autres aliments qui pourraient être riches en zinc et mieux biodisponibles. Et donc la carence en zinc ne se régule pas. Et donc on dit, ou vous n'assimilez pas le zinc, donc c'est pas de chance, tu as été fait comme ça par la nature, ou alors le végétarisme n'est pas un régime qui est tenable. Mais être végétarien, ça ne veut rien dire. On peut être végétarien en mangeant des produits laitiers, du tofu, des céréales et des légumineuses, mais aussi on peut être végétarien en mangeant des fruits, des légumes, des noix, des algues et des graines germées. Les deux personnes diront « je suis végétarienne ». Est-ce qu'elles ont quelque chose à voir l'une et l'autre? Absolument pas, rien à voir. L'omnivore va dire « moi je mange 3 fois de la viande par semaine. Je mange du foie, de la cervelle et des abats. » Et un autre dit « moi aussi je suis omnivore. Je vais manger le blanc de poulet en promo de chez Casino, qui contient 50% de soja texturé. Je mange de la charcuterie et des brochettes. Est-ce que ça a quelque chose à voir? Ça n'a rien à voir. Et donc on segmente les régimes comme ça, en donnant des bons points. Régime végétarien c'est mieux, régime omnivore c'est mieux. On ne sait pas en fait. Tout est individuel puisque, encore une fois, derrière des mots, qu'est-ce qu'on met comme exemple concret? Là je vous montre déjà que céréales, je vous dis c'est toxique, oui, mais je mets une virgule derrière en disant si vous les mangez trempées et germées, non. Donc quelle forme de céréales? Celle qui est en vie, puisqu'on répète que la vie appelle la vie, et qu'un grain de céréales qu'on peut garder 3000 ans est inerte, ou on appelle ça en dormance. Souhaitez-vous être en dormance ou en vie? Eh bien, la vitalité qu'exprime la graine germée est autrement plus sympathique que le grain sec et dur. La preuve, vous êtes obligé de le transformer, ce grain sec et dur. Vous êtes obligé de l'écraser, de le tamiser, de le moudre, de le broyer, de le pétrir et de le faire cuire. Ça en fait des processus. La graine germée, vous la prenez, vous la mastiquez sous vos dents,
et aucun effort. Mais ça, on le constate, puisque les premiers cas d'ostéoporose et de carie dentaire sont apparus dès lors que l'agriculture sédentaire s'est installée. L'alimentation qui repose sur le grain sec est une alimentation de survie, de subsistance, qui élimine et éradique la famine. C'est tout. Elle n'amène absolument pas la santé, la longévité. Et s'il faut d'autres preuves, on peut parler de l'exemple du jeûne, où il y a eu des thèses de médecine faites dessus, mais surtout des milliers d'expériences. On peut citer Herbert Shelton, médecin aux États-Unis, entre autres, qui a fait jeûner pas loin de 20 000 personnes. Et donc, il y avait des analyses pour évaluer les états de carence. Donc, sur des jeûnes longs, on sait aujourd'hui, sur des jeûnes de 40 jours, il y a moins de 5% de diminution de certains oligo-éléments. Ce sont des pertes assez peu significatives. Mais surtout, et c'est très surprenant, pas quand on connaît les lois de la physiologie, mais ça surprend beaucoup le corps médical, que des carences avant le jeûne, la plupart du temps, viennent être régulées. Ça interpelle. Je suis carencé en fer et en zinc, je ne bois que de l'eau, et au bout de 5 jours, je n'ai plus de carence. Par contre, je fais jeûner d'un côté quelqu'un à l'eau, et de l'autre côté, je ne fais manger que des céréales à une personne sur le même laps de temps. Le premier qui est carencé, c'est celui qui mange des céréales. Et c'est normal, puisque les nutriments contenus dans ces céréales sont inassimilables. Donc, je vais devoir déclencher des réserves nutritionnelles que j'ai en stock pour accomplir des opérations digestives. Donc, je vais me carencer. Mais on va trouver quand même des noms pour justifier ça. On ne va pas comprendre, mais on va trouver un nom. Vous avez un terme merveilleux en médecine et en diététique, pour autre chose, mais qui renvoie au même phénomène, le paradoxe calcium. Qu'est-ce que le paradoxe calcium? C'est les plus grands consommateurs de produits laitiers sont ceux qui ont le plus d'ostéoporose. Alors qu'on nous vend à longueur d'ouvrages diététiques que les produits laitiers, pour leurs bienfaits en calcium, préviennent l'ostéoporose. Donc on ne va pas chercher à comprendre, on va dire qu'il y a un paradoxe. Il n'y a pas de paradoxe si on s'intéresse un minimum à la biologie et à la physiologie de la cellule. Mais on se contente d'analyser hors cadre un élément pour le transposer. Il y a 17,3 mg, je dis n'importe quoi, de calcium dans 100 g de fromage blanc. Mangez 200 g de fromage blanc, vous aurez 35,2 mg de calcium en plus. Et sur les 450 qui sont recommandés de manière journalière. Et totalement arbitraire d'ailleurs. Puisque d'un pays à l'autre, ça va varier. La France dit 400, 450, puis le Japon dit 200, puis l'OMS dit oh bah même 180, bah allons-y. Alors plouf plouf, ok. Par contre, ce qui est sûr, c'est que là on sait que les Asiatiques, qui sont des peuples qui consomment très peu de produits laitiers, ont quasiment pas d'ostéoporose. Par contre, les Occidentaux qui mangent beaucoup de produits laitiers explosent le seuil d'ostéoporose. Et cette maladie, entre guillemets, qu'on pensait maladie de vieux, on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a des gens à 35 ans qui ont de l'ostéoporose. Et c'est normal, puisque leurs parents qui avaient de l'ostéoporose parce qu'ils surconsommaient des céréales et des produits laitiers qui déminéralisent et qui dévitalisent, on va expliquer comment. Le médecin bien pensant a dit « Attention, votre patrimoine génétique n'est pas satisfaisant, mangez encore plus de produits laitiers. » Donc s'il en avait simplement mangé à la dose de ses parents, il l'aurait eu à 60 ans son ostéoporose, mais vu qu'il en a mangé plus, il la développe à 40 ans. Tout en disant « Heureusement que j'ai consommé des produits laitiers, qu'est-ce que ça serait ?» Comment ça se comporte, l'ostéoporose? Alors, il y a Thierry Soucard qui l'explique très bien. Lui, il en parle du paradoxe calcium, donc c'est un nutritionniste qui a écrit le livre qui s'appelle « Les mensonges et propagande ». Donc lui, c'est basé sur les méta-études et les méta-analyses faites,
Et il expliquait très simplement que il y a des lois d'équilibre dans le corps. La première, c'est l'équilibre acido-basique. Donc il y a différents équilibres acido-basiques qu'on mesure avec une échelle logarithmique qu'on appelle le pH. Et il y a différentes formes de pH dans le corps. Il y a le pH salivaire, le pH de l'estomac, le pH des sucs pancréatiques, le pH du sang, le pH de la lymphe, le pH du liquide extracellulaire, le pH de l'urine, le pH des intestins. Bref, vous avez tout un tas de mesures. Et ça va du très acide comme l'estomac à 2 jusqu'à très alcalin comme les sucs pancréatiques à 8,5. Sachant que c'est une échelle logarithmique, c'est énorme. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est le liquide nourricier, ce qui irrigue le corps. Qu'est-ce que c'est? C'est le sang. Alors le sang, il a un pH qui est à combien? Aux alentours de 7,28, 7,35 à peu près. Donc légèrement alcalin. Ok. Et on nous dit en naturopathie, à raison, que toutes les pathologies sont dues à l'acidose. Alors on rétorque en naturopathe, c'est facile, là vous allez répondre que cette pathologie-là, c'est de l'acidose. Oui, c'est un déséquilibre du corps. Toute maladie, quelle qu'elle soit, est une dysharmonie, un déséquilibre. Et le corps tente, tant bien que mal, de revenir à l'équilibre, selon des processus homéostatiques et en fonction des réserves qu'il a en lui. Et donc, quand on lui donne un élément qui est toxique, qui est acide, acidifiant plutôt, il va s'adapter. Il va tenter d'équilibrer. S'il prend un élément acidifiant, ça sous-entendrait que le pH de son sang pourrait varier. Or, s'il varie, c'est coma. Donc il y a forcément des processus régulateurs qu'on appelle processus tampons qui vont empêcher cette acidose-là, au moins signifiée au niveau du sang. Il va utiliser des ressources alcalines, puisqu'il y a des choses qui sont acidifiantes qui seraient susceptibles de faire baisser le pH sanguin. Il va rebalancer dans le circuit sanguin des ressources alcalines. Quelles sont-elles? Ce sont les minéraux alcalins. Il y en a 4. Magnésium, potassium, calcium, sodium. Et vous avez 1% du calcium circulant qui, régulé par thyroïde et parathyroïde, circule dans le sang pour cet équilibre-là. Donc, on me dit qu'il faut du calcium. C'est vrai, parce que ça participe à l'équilibre acido-basique et la solidité de la structure osseuse. Donc il en faut. Donc j'écoute ce qu'on me dit. On me dit, il y a beaucoup de calcium dans les produits laitiers. Je ne cherche pas à savoir s'il y en a ailleurs. Calcium, produits laitiers, je ne vais pas réfléchir. Combien de fois par jour? 4. Bon, 4. Puis vu que c'est bon, 5, 6. Donc je prends, zut, ça ne marche pas. Parce que je manque de calcium, j'ai de l'ostéoporose. Je vais en remettre plus. Et j'ai plus d'ostéoporose, puis en plus j'ai de l'arthrose, puis j'ai des inflammations, etc., etc. Comment c'est possible? Tout simplement parce que les produits laitiers sont des aliments qui sont non physiologiques, puisque ce sont des aliments de croissance. Pour le développement d'un individu sur un laps de temps donné, jusqu'à son sevrage. Quand on dit produits laitiers, on entend souvent lait de vache. Pour qui est fait de lait de vache? Pour le veau, pendant combien de temps? Pendant 6 mois. Pourquoi? Pour qu'il prenne 1 kg par jour. Combien de facteurs de croissance? 7. Et dans le lait humain, 3. Bon, on se rend compte que ça n'a pas grand-chose à voir. Et puis il y a trop de protéines aussi. Et trop de matières grasses. Et pas assez de sucre. Et trop de facteurs de croissance. Et trop de protéines complexes. Bref, ça n'a pas grand-chose à voir. Mais il en faut. Donc on en prend. Même si on n'est pas un sevrage et même si on n'est pas un veau. Et même si c'est bourré d'hormones, d'antidépresseurs, d'antibiotiques, puisque c'est ça qu'on donne aux vaches, pour qu'elles puissent résister au stress, pour qu'elles donnent plus de lait, et qu'elles arrêtent de déprimer dans l'environnement dans lequel on est, et puis dans lequel elles évoluent. Et aussi qu'elles rendent du lait, puisque c'est pour ça qu'on hybride les variétés de vaches. Les races laitières, on les croise, pas pour l'esthétique, pour le rendement à la journée. Donc c'est un lait qui est tout à fait inadapté et qu'en plus on va pasteuriser. Donc ce calcium-là, parce que c'est vrai qu'il y en a du calcium dans le lait de vache, est-ce qu'on l'assimile? Au maximum à 30%. Donc il y a 70% qui n'est pas utilisable. Un peu comme notre phytate de magnésium, phytate de calcium, etc.
c'est déstructuré au niveau moléculaire. Donc, si ce n'est pas physiologique, c'est un déchet. Et un déchet est acidifiant. Donc, à chaque fois que je prends des produits laitiers, je m'acidifie. Or, on a vu qu'une des premières ressources pour équilibrer quelque chose qui est acidifiant, c'est le calcium. Donc, les 30 petits pourcents de calcium que je vais amener avec mon produit laitier vont être utilisés en partie, en totalité, des fois, pour tenter d'équilibrer les 70% qui sont toxiques. Donc, je consomme beaucoup de produits laitiers, j'aurai d'arthrose et d'ostéoporose. Par ce simple fait physiologique-là. Et l'asiatique qui ne consommera pas de produits laitiers ne connaîtra pas l'ostéoporose. Mais il n'est pas ignorant du fait qu'il a besoin lui aussi, quelle que soit sa latitude et son endroit sur Terre, de calcium. Il va le trouver où? Il y a beaucoup de recettes à base de sésame, sous forme de pâte, sous forme de grains, sous forme de cuisson. Or, le sésame, c'est l'aliment le plus riche en calcium. Il va aussi manger beaucoup de crucifères. Toute une tas de variétés de choux en Asie. Les crucifères, quelle que soit leur forme, brocolis, etc., sont parmi les aliments qui contiennent le plus de calcium. Et puis, vu qu'il y a des grands littoraux sur les pays asiatiques, il va y avoir beaucoup de consommation d'algues. Or, les algues explosent, l'algue kombu par exemple, explose la teneur en calcium au gramme par aliment. Un demi-brocoli, vous avez votre calcium pour la journée. Quelques cuillères à soupe de purée de sésame, vous avez votre calcium pour la journée. Un demi-chou, vous avez votre calcium largement pour la journée. C'est pas bien compliqué à avoir, mais en fait, dans tous les fruits, dans tous les légumes, dans tous les oléagineux, vous aurez du calcium en quantité. Une poignée d'amandes trempées, vous avez votre calcium pour la journée. Mais vous n'aurez pas que du calcium, vous aurez aussi du magnésium et du potassium, donc des minéraux alcalins en quantité. Donc, il y en a partout. Si vous regardez l'analyse nutritionnelle des végétaux, il y a tout ce qu'il faut, y compris les acides aminés. Ça tombe bien, ces aliments-là pourrissent. Donc s'ils pourrissent, c'est qu'ils sont en vie, c'est qu'ils sont vivants. Qu'est-ce qui se passe quand on met des fruits et des légumes majoritairement dans l'alimentation de quelqu'un? Bizarrement, il s'en trouve mieux. Il digère mieux, il urine mieux, il va mieux à la selle, il a plus d'énergie. Je serais tenté de dire, quelle que soit l'étude, on a quand même la preuve manifestée. Donc majoritairement, on devrait constituer nos ressources sur les légumes. Et c'est-à-dire qu'on pourrait supprimer les produits animaux. Je serais tenté de dire, peu importe. Est-ce qu'un morceau de viande peut pourrir? Oui. Est-ce qu'un poisson peut pourrir? Je crois que vu que l'odeur, c'est entendu. Est-ce qu'un œuf peut pourrir? Oui. Donc la consommation de ces aliments-là, sous la forme la plus brute possible, ce qui entend la moins transformée, donc la plus crue, sera acceptable. Mais après, on peut consommer cru sous plusieurs formes, la salaison, le fumage, etc., etc., etc. On pourrait s'entendre sur plein de la déshydratation, le séchage. Peu importe. Et on s'en rend compte. Est-ce qu'il y a des gens qui ont parlé de ça un petit peu? Oui, par exemple, le docteur Jean Seignalais, qui est un médecin français, qui a largement développé l'approche, lui, de ce qu'il appelait le régime ancestral, ou le régime de guérison. Et lui, il faisait les fonds de cuve de la médecine. Donc il s'attardait aux gens qui avaient des maladies auto-immunes, dégénérescentes, des lupus, des polyarthrites rhumatoïdes, des scléroses en plaques, etc. Donc toutes les maladies qu'on appelle aujourd'hui incurables. Et bizarrement, lui, il avait des résultats de guérison à au moins 50%. Juste avec l'alimentation. Donc avec un seul pilier activé, hein, on est d'accord. Nous, on a dit qu'il y en aurait déjà au moins ce soir 4. Lui, il n'a flux que sur un. Et il a au moins 50% de guérison. Qu'est-ce qu'il dit de manger? Fruits, légumes crus, en abondance. Céréales sans gluten, essentiellement sarrasin, quinoa, riz. Mais quand on regarde en fait sarrasin et quinoa, ce n'est pas des céréales, c'est des graminées. Donc on est sur autre chose. Et puis donc des produits animaux crus.
La déviante aujourd'hui, enfin la déviante, parce que c'est arrivé dans les années 80, il y a le régime paléo qui est un peu dans la même dynamique avec des résultats analogues. Et il y a tout un tas d'engouements autour du régime paléo, comme quoi les expériences rapportaient qu'en changeant, donc en activant simplement le levier nourriture, des diabètes de type 1, qui est la maladie incurable par excellence, eh ben elle tombe avec un changement alimentaire. Observez simplement l'explosion des maladies dites de civilisation. C'est un mot qui est d'une vulgarité sans nom, parce qu'elle sous-entend très clairement que là où il n'y a pas la civilisation, il n'y a pas cette maladie. Ça fait quand même assez réfléchir. Et donc, on nous dit qu'il n'y a pas à changer, il faut faire attention quand on change son alimentation, d'accord. Le diabète explose, c'est un fait. Le cholestérol explose, c'est un fait. Les maladies cardiovasculaires, c'est un fait. Explosent. On ne parle même pas de l'autisme, on ne parle pas des scléroses en plaques, enfin tout explose. Il y a du travail pour les spécialistes, les hôpitaux débordent, et les gens qui pratiquent les médecines dites parallèles ou alternatives voient leur cabinet être rempli. Ça clignote rouge de tous les côtés, mais il ne faut surtout pas changer son fusil d'épaule. Sauf que quand on change son fusil d'épaule, qu'on mange autrement, qu'on se nourrit autrement, qu'on a une hygiène de vie différente, ça change. Donc on sait avec certitude aujourd'hui, à travers les travaux de l'Université de Newcastle et du docteur Gabriel Coussens, depuis 30 ans, sur le diabète de type 2, qu'en changeant son alimentation et juste son alimentation en 3 semaines, 60% des gens qui font ce test-là depuis 30 ans n'ont plus le diabète. Quel est leur régime ? Des légumes verts. On ne va pas manger des légumes verts toute sa vie, mais si faut manger de la verdure pendant 3 semaines pour faire avoir le diabète, c'est mieux que d'être insulinodépendant. Donc on la voit la puissance de l'alimentation. On le voit sur des guérisons de sclérose en plaques. Il y a tout un tas, avec des diètes dites cétogènes, on voit des rémissions de cancer aussi, avec des cures de jus, comme l'a fait Breus, comme l'a fait Walker, voilà, depuis 50, 60 ans, comme l'a fait Jay Cornish aussi. On sait tout ça, c'est établi, c'est expérimenté, c'est analysé, c'est étudié, et on s'évertue à aller dans le sens opposé, à recommander aux diabétiques que déjà il a une maladie, que c'est pas facile à porter, qu'il ne se frustre pas, qu'il adapte juste la dose d'insuline. Sauf que, en changeant d'alimentation, oui, on fait très rapidement chuter la glycémie et on peut aller vers la guérison. Encore une fois, je renvoie vers les travaux de l'Université de Newcastle, en Angleterre, qui montrent et qui démontrent ça en abondance. Sur l'arthrose, vous avez le docteur Haas en Allemagne, H2AS, qui montre qu'avec un changement alimentaire, 80% des arthrosiques, au minimum, sont soulagés. Et dans la plupart des cas, sont guéris. Même chose pour l'ostéoporose. On se rend compte qu'aujourd'hui, Alzheimer, qu'on appelle diabète de type 3 aussi, se trouve avoir de grandes améliorations en changeant d'alimentation. Et à chaque fois, c'est la même chose. Quelque chose qu'on appelle hypotoxique, ou régime ancestral, on vire les éléments toxiques. Et quels sont-ils ? Tout ce qui est industriel, tout ce qui a été trafiqué par la main de l'homme en fait. On sait aujourd'hui que dans l'alimentation biologique, où vous avez du révestérol, donc une substance qui naturellement active le système immunitaire pour accélérer la destruction des cellules cancéreuses. Et vous n'avez pas cette substance dans les aliments non biologiques. Donc il y a aussi cette porte-là, on le sait. Des leviers sur l'alimentation, il y en a tout un tas. On pourrait en parler des heures, mais j'en ai déjà parlé des heures et des heures et des heures, sur tout un tas de thématiques. Il suffit juste d'aller cueillir ce qui a été écrit.
Donc, je conseille les lectures du docteur Jean Seignalais, je te conseille les lectures des travaux du docteur Catherine Kousmine, je conseille les travaux du docteur Gabriel Coussens, je conseille aussi, si on parle très récent, très moderne, très français, les travaux du docteur Raphaël Pérez sur le diabète, que j'ai oublié de citer. Je parle du biologiste Désiré Mérien, du docteur Herbert Shelton, du docteur Haas. Et quand on met ça en corrélation, ça dit à chaque fois la même chose. Abondance de fruits, légumes majoritairement crus, 6 produits animaux en petite quantité, la meilleure qualité possible, frugalité, satiété et pas de grignotage. Et ça fonctionne. Sur la prévention comme sur la guérison. Et on le sait aujourd'hui grâce au rapport Campbell, qui est la plus grande étude qui a été menée sur la nutrition, sur 40 ans, des dizaines de milliers de personnes sur 40 ans. Et la conclusion de cette étude, c'est une alimentation majoritairement végétale et crue, non seulement prévient les maladies, en plus guérit les maladies, voire endigue des choses qu'on pensait génétiques et non modifiables. Ça, c'est pour le levier alimentaire, juste l'alimentation. Donc l'alimentation santé, oui, peut être guérisseuse et doit être considérée comme guérisseuse, et pas simplement vue par le prisme du plaisir. Ce qu'elle est trop souvent. La bonne table, je suis épicurien, j'aime profiter de la vie. Pas de souci, mais il faut accepter de payer l'addition au sens figuré derrière. Moi, j'aime boire un coup, j'aime manger mes céréales, j'aime manger ma viande grillée, pas de problème. Pas de problème, mais il y a des lois quand même. J'ai le droit de vouloir programmer mon ordinateur de telle ou telle manière, mais s'il ne marche pas, je ne viendrai pas me plaindre. Je peux essayer de trafiquer mon microprocesseur, mais si je le mets en surchauffe et que je le grille, j'aurais pris mes responsabilités. Donc ce n'est pas un problème. Chacun peut avoir le droit d'avoir envie de ce qu'il veut, jouir des plaisirs qu'il veut, ce n'est pas un souci. Mais il y a des lois, et on les connaît aujourd'hui. Elles sont définies et codifiées clairement. Après, c'est un travail de mise à disposition de l'information de ceux qui les ont et de responsabilisation personnelle et de libre arbitre pour l'individu qui va suivre ou pas ces recommandations ou pour l'individu qui va transmettre ou pas ces informations. Mais elles existent. La deuxième dimension de l'hygiène de vie, c'est la respiration. Observons nos postures et voyons à quel point nos cages thoraciques sont sous-développées, refermées, et on respire plus l'air conditionné des voitures et des bureaux que l'air frais des campagnes et des bois. Il y en aurait pourtant à tirer des choses magnifiques dans la nature, des ions négatifs. L'air frais vitalisant, alcalinisant. Et puis surtout, les poumons sont un système tampon merveilleux qui permettent d'oxyder les acides faibles de l'alimentation, mais aussi d'amener de l'oxygène et de dégager le gaz carbonique qui est toxique. On a souvent un volume d'air résiduel toxique trop important dans les poumons. Faire des respirations complètes, faire des exercices respiratoires, ne serait-ce que quelques minutes par jour, entretient cette fonction-là, l'activité physique au grand air. Aujourd'hui, on fait de l'exercice. Avant, la majorité de nos ancêtres travaillaient à l'extérieur, le bûcheronnage, les travaux de la ferme, les travaux des champs, etc. On était à l'extérieur, donc on faisait des grands mouvements amples avec de grandes respirations. Et ça nous amène à la troisième partie. J'ai été vite sur la respiration. Il n'y a pas besoin d'être plus explicatif que ça, on peut rentrer dans les détails. On ouvre les alvéoles, de toute façon, c'est pas compliqué. On ouvre, quand on a dormi dans une chambre, la fenêtre fermée, on sent bien, puis on ouvre la fenêtre, puis on fait... Ça suffit à être bien. Un inspire. Je pense qu'il n'y a pas besoin de développer plus. On ne va pas faire un livre ou élaborer des théories là-dessus, on a tous compris. Que quand on rentre dans une chambre où ça a détoxifié toute la nuit, c'est pas agréable. Et quand on respire de l'air frais, c'est agréable.
Personnellement, je n'ai pas besoin d'études qui m'expliquent ça. Je le sens assez bien. Instinctivement, c'est comme ça. De la même façon, quand on me fait manger une fondue avec un verre de vin blanc, je n'ai pas besoin qu'on m'explique que c'est plus lourd à digérer qu'un concombre. C'est pas compliqué. Ça s'intègre assez vite. Le corps est assez parlant. Donc je parlais de l'activité physique au grand air, quand on respire. Et bien ça mobilise des choses. Ça fait fonctionner. Et ça fait circuler un deuxième fluide, on a parlé du sang, la lymphe. La lymphe, c'est l'usine de recyclage complet des déchets métaboliques du corps, qui est mise en action par le mouvement. Donc on stocke les déchets, c'est en lien étroit avec le système immunitaire, puisque ça transporte les lymphocytes T, T3 et T4, et ce qu'on appelle les NK, Natural Killers, donc qui détruisent les agents toxiques parasitaires dans le corps. Donc si ça ne circule pas, vous avez un système immunitaire inefficace et en plus, vous stockez vos acides et vos déchets métaboliques dans votre corps. Et donc vous augmentez votre état de toxémie. C'est pour ça qu'on va dire, ah ben regarde un tel, il mange très mal et il n'a pas de souci de santé. Parce qu'un tel, lui, va n'utiliser que le levier alimentaire pour sa santé, et que l'autre ne va pas utiliser le levier alimentaire, mais le levier de l'activité physique et de la respiration. Mais vu qu'on fragmente les choses et qu'on a tendance à croire que, tiens, il n'y a qu'une chose qui donne la santé. Là déjà, on va dire qu'on va avoir 4 choses, et que dans ces 4 choses, il dit qu'il y avait des sous-choses. Et là, on est juste en train de voir une des 4 parties, on voit de 4 parties, donc c'est-à-dire qu'on voit 1/16 de quelque chose quand on parle de l'alimentation. Et on voit 1/16 de quelque chose quand on parle de la respiration, on voit 1/16 de quelque chose quand on parle de l'activité physique. Et donc, on va dire, ça ne sert à rien de manger bio, regarde machin, il mange bio, oui. Il est léthargique devant son écran d'ordinateur et il rumine des mauvaises pensées. Est-ce que ça amène la santé? Ça, je ne pense pas. Par contre, il mettrait des chances en plus, ça serait bien qu'il mange comme il mange, mais en allant faire une activité physique et en respirant le grand air. L'activité physique fait tourner et stimule le système. Toute fonction du corps qui n'est pas stimulée s'atrophie. Toute fonction du corps qui n'est pas stimulée s'atrophie, donc on doit vivre sous tous les aspects. La première chose qui est faite quand on fait des arts martiaux, c'est de taper ses os les uns contre les autres. C'est extrêmement douloureux. Ça paraît du masochisme, mais il y a une règle là-dedans. Regardez la structure osseuse des gens qui font du kung-fu. Elle est plus grosse, pas parce qu'ils mangent différemment, parce qu'elle est stimulée, donc elle se développe. Si je suis amorphe en tant que VRP dans ma voiture ou en tant qu'ingénieur dans mon bureau, il y a peu de chances que je développe une grosse structure osseuse. Par contre, si je mets les choses en mouvement et en contact, ça va se développer. On a une forme en fonction de nos besoins. On est adapté et configuré en fonction de nos besoins. On est adaptatif. C'est pour ça que tout doit être individualisé, qu'on ne peut pas raisonner selon des grands groupes. On peut avoir une base de réflexion. C'est pour ça que je disais qu'un tel veuille être végétarien et non, à la limite, peu importe, on s'en fout. C'est pas ça qui est important, puisqu'on a plein d'autres leviers à activer. Mais on doit manger vivant, et on doit être au grand air, et on doit respirer correctement. On doit faire fonctionner les choses. J'entendais hier à la radio que des médecins se penchent activement sur une espèce de rat. J'ai oublié le nom, désolé, vous pourrez chercher. Ils insistaient beaucoup sur le fait que c'était un rat qui était immonde au niveau physique. Il était très moche, blanc, apparemment la peau, on voit translucide, on voyait c'était ragoûtant, avec le jeu de mots qui va bien. Donc, du coup, il était super résistant aux bactéries, aux parasites, aux virus, et il vit 10 fois plus longtemps que les autres rats, et il meurt en bonne santé. Pas d'infection, il meurt d'usure. Et ce rat-là, on le met dans un espace où il n'y a pas d'oxygène, pendant 17 minutes, il survit. On ne comprend pas. Et une clé de recherche, ils l'appellent le marathonien. Il est tout le temps en activité, tout le temps en mouvement, mais perpétuellement. Nous, on nous dit de nous économiser, sauf que c'est souvent ceux qui sont pleins de vie et qui font des choses qui vivent le plus longtemps. La stimulation.
La clé du fonctionnement d'un organisme, c'est la stimulation. Mais d'ailleurs, un moteur qu'on n'utilise pas souvent fonctionnera moins longtemps qu'un moteur qui tourne plus régulièrement, mais surtout qui est entretenu. Il faut que ça tourne, il faut que ça soit actif. Qu'est-ce qui a besoin d'être mis au repos? Le système digestif. Ça tombe bien, depuis l'aube de l'humanité, dans toutes les cultures, dans toutes les traditions, dans toutes les religions, on jeûne. Et là, on nettoie, on régule les carences et on élimine les déchets. Donc, c'est-à-dire, on passe notre temps à savoir qu'est-ce qu'il y a à faire, en fait, et il ne faut rien faire, puisque ça se fait tout seul. Mais pourquoi ça se fait tout seul? Parce qu'on a plus connu la famine que l'abondance dans l'histoire de l'humanité. Et c'est depuis qu'on connaît l'abondance qu'on découvre les maladies de civilisation, les maladies d'incroissement. Au rythme de la nature, il y a des périodes où il y a moins à manger. Et on s'adapte. On fait avec les réserves qu'on a, en la donnant priorité aux jeunes enfants et aux femmes enceintes. Et ça fonctionne, et ça perdure. Et on retrouve des peuplades qui vivent bien plus longtemps, en se privant de nourriture de manière forcée. C'est le cas des Hunzas, dans les montagnes d'Afghanistan. Donc on a découvert, entre guillemets, cette peuplade au XXe siècle, et on s'est rendu compte que l'espérance moyenne, c'était autour de 100 ans, même plus 120 ans. Et des individus qui avaient pas loin de 140 ans. Donc là, on ne comprenait pas trop. Surtout que la plupart des centenaires étaient actifs, travaillaient. Et donc on a analysé ce qu'ils mangeaient, ce qu'ils buvaient. Alors ils ont une eau très pure, c'est de l'eau de glacier. Mais pour ce qu'ils mangeaient, ce n'est pas exceptionnel. À 2-3 000 mètres d'altitude, ce n'est pas incroyable. Et donc pendant des années, on a regardé, puis en fait, c'est la réponse à leur longévité puis à leur santé, c'était pas ce qu'ils mangeaient, c'était ce qu'ils ne mangeaient pas. Parce qu'à cette altitude-là, on manque. Et on a des réserves limitées, et on est contraint de jeûner. Donc on nettoie l'organisme en permanence, on le rend extrêmement fonctionnel. Avec un cerveau gauche bien pensant, on s'est dit, on va provisionner ces pauvres gens qui ne peuvent pas satisfaire leur plaisir de manger, pas leurs besoins, leur plaisir de manger, en les ravitaillant par hélicoptère, etc., etc. Et en quelques générations, l'espérance de vie a diminué de 30 ans, puis de 40 ans. Et ce sont des individus lambda, mais qui ont montré à la communauté scientifique et au monde entier la clé de la longévité. Mais nous, on va chercher la molécule miracle ou l'aliment miracle, vendu 120 € le kilo. C'est ce qu'on a tenté de faire aussi avec le doyen de l'humanité, qui habite en Bolivie, là aussi, sur les hauts plateaux. Qu'est-ce que vous mangez, monsieur? J'ai plus connu la famine qu'autre chose. Moi, je suis un modeste paysan, d'accord, 120 et quelques. Il a sa petite cahute, il continue de se faire manger. Qu'avez-vous mangé, monsieur? Quand je pouvais, des tubercules, des racines, de la quinoa, du serpent. Ça paraît pas folichon. Mais non, en fait, il mangeait peu. Il mangeait brut et immédiat. La clé de sa longévité, puis vu qu'il était pauvre, il a bossé tout le temps, mais il était actif, et il faisait ce qu'il avait à faire, donc voilà. On se rend compte à chaque fois que le secret de longévité, ce sont des gens qui font, qui entreprennent. Et quand on regarde leur nourriture, c'est toujours très décevant, parce qu'on cherche l'association miracle, ou l'aliment miracle, et il n'existe jamais, parce que c'est dans la satiété et la frugalité que ça se trouve, et dans le manque. On mange trop, tout le temps. Et je mets au défi la plupart des Occidentaux de me dire qu'ils mangent quand ils ont faim. On mange parce qu'il est midi, on mange parce qu'il est 19h, on mange parce qu'il est 8h. On ne mange pas quand on a faim. Et des fois, vous regarderez votre animal domestique, tiens, il laisse sa gamelle de côté. Il lui reste encore un soupçon d'instinct, malgré le fait qu'il y a la main de l'homme derrière. Donc il va jeûner instinctivement. Mais c'est tout à fait facile de lui casser son instinct en faisant quoi? En lui donnant un petit morceau de sucre. Mais vous ferez la même chose avec un enfant, en lui donnant un petit morceau de sucre. Il préfère le sucre que les légumes, comme c'est bizarre. Est-ce que c'est pas satisfaisant? Est-ce que c'est pas perturbant au niveau neurologique de mettre un morceau de sucre? On le sait, puisque ça rend encore plus dépendant que la cocaïne, ça on le sait.
On met des rats cocaïnomanes en présence de sucre, ils délaissent la cocaïne pour le sucre. Donc évidemment que mon enfant, il n'aime pas trop les légumes. Et oui, il aimera quoi? Les céréales, qu'est-ce que c'est que les céréales? Du sucre. Puis des sucres quoi? Des sucres complexes. Comme si c'était déjà pas assez complexe. Et puis des produits laitiers, du sucre, du lactose. Et à la fois, on mettra des fruits sous forme de compote ou on rajoutera du sucre. Parce que le fruit, c'est encore trop fade par rapport à tout le sucre qu'on met omniprésent. Donc l'alimentation des enfants et spécifiquement des humains, ce n'est que du sucre. Des céréales, des sucres ajoutés, des produits laitiers. Du sucre, du sucre, du sucre et du sucre. Et on va s'étonner qu'ils soient hyperactifs. Et qu'ils aient des troubles du comportement et des difficultés à la concentration. Mais aussi parce que c'est bizarre que devant une tablette, devant une console portable et devant un écran d'ordi, on soit excité. C'est étonnant. Mais on s'apaise tout à fait en allant se dépenser un bon coup d'or, en ayant joué naturellement. Donc, on a les clés physiologiques pour ça. Qu'est-ce que ça va amener aussi, cette présence d'écran? Des ondes électromagnétiques. Alors, on est encore en train de se battre depuis 30 ans, micro-ondes, c'est très toxique, et d'autres, non, c'est pas toxique. Mais on fait l'expérience. Encore une fois, si on n'arrive pas à se mettre d'accord sur des études, on fait chauffer de l'eau au micro-ondes, on la laisse refroidir, on arrose ses plantes avec. Puis on voit comment elles se comportent. Et puis après, quand on voit comment ça se comporte, je ne vous donne pas la réponse, vous le ferez. Vous imaginez, vous, de boire cette eau-là. Et vous vous imaginez, vous, manger des plats qui ont été passés au micro-ondes et qui contiennent en général 80% d'eau. Mais vous allez aussi vous imaginer boire l'eau du robinet qu'on dit potable. Elle est potable pourquoi? Selon les critères qu'on va rechercher. Tous les gens qui sont dans la recherche sur l'eau, l'analyse de l'eau, je leur pose souvent la question, alors comment elle est l'eau? Ils me répondent tous la même chose. On trouve ce qu'on cherche. On les mandate pour chercher telle ou telle chose et pas autre chose. Donc ils font, verdict, c'est bon. Puis on relève les seuils. Donc on me dit, non, elle est potable. Ok. Moi je dis, on n'est pas en capacité de filtrer les médicaments, les antibiotiques et les hormones. Donc les femmes qui prennent la pilule, il paraît qu'elles vont aux toilettes, uriner. Et il paraît que cette eau-là est filtrée aussi, puis que c'est rejeté un peu dans la nature. Il paraît qu'aussi les hôpitaux jettent, et puis que nous-mêmes on jette des médicaments, puis que ça se retrouve dans l'urine. Donc ça repasse dans le circuit. Mais la preuve, c'est que vous avez des étangs complets, l'étang de Berre, il n'y a que des poissons femelles, majoritairement. C'est normal puisque c'est bourré d'œstrogène. Mais on a le droit de boire de l'œstrogène, ce n'est pas un problème. On a le droit de boire aussi de l'aluminium. Parce que l'aluminium, ça sert à rendre incolore l'eau. L'eau que vous devriez boire devrait être colorée un peu jaunâtre. On dirait qu'elle est sale, parce qu'on nous impose le souci d'esthétisme du blanc immaculé. Mais ça choque personne de consommer du sel blanc, de la farine blanche et du sucre blanc. Donc c'est-à-dire qu'elle a subi un processus de transformation industrielle pour appauvrir, parce qu'il y a moins de choses. Et ça ne surprend personne que ça coûte moins cher que le produit brut. C'est-à-dire on arrive à justifier qu'en mettant un produit brut dans une entreprise, dans une fabrique, il ressorte moins cher qu'avant. C'est le cas, non? Le sucre blanc, ça coûte moins cher que le sucre brut, on est d'accord. Le sel blanc, ça coûte moins cher que le sel brut. Pourtant, il y en a un qui a subi un processus de transformation, l'autre pas. L'alimentation qui est vendue, c'est pour une seule chose, pas votre santé, pour des soucis mercantiles. Vous mettrez plus de sel non raffiné que de sel raffiné. Vous mettrez plus de sucre blanc que de sucre complet. Et vous mangerez plus de pain blanc que de pain complet.
Point. Et c'est plaisant de voir quelque chose de blanc. Puisqu'on n'a pas envie de le manger, notre pain noir. On l'a déjà mangé, donc voilà. On est dans une idéologie de l'alimentation, mais pas dans une réalité physiologique de l'alimentation. Donc j'ai parlé des pollutions des ondes électromagnétiques, je ne détaille pas dessus. Pollution de l'eau, mais il y a aussi pollution de l'air. Tout ce qui circule, je ne parle pas des gaz polluants, des pesticides, des herbicides, des fongicides. Il y a 100 000 produits chimiques qui sont autorisés à être mis dans l'atmosphère. 100 000. L'Union européenne a décrété que 100 000 produits pouvaient être diffusés dans l'atmosphère. Sauf que sur ces 100 000 produits chimiques en circulation, l'Union européenne n'a reçu des analyses que pour 5% d'entre eux. Et sur ces 5%, il y en a 50% qui ont été déclarés inclassables. Voilà. Et on n'a étudié aucune interaction d'un produit chimique avec l'autre. Donc on se base sur la bonne foi des fabricants qui montrent que leurs études, et que les études attestent que le produit n'est pas nocif. Je fabrique un insecticide, je veux le mettre sur le marché, le législateur me demande une étude prouvant que ce n'est pas nocif, je fournis l'étude, payée par mes soins avec des chercheurs payés par mes soins. L'étude dit que ça passe. L'Union européenne dit que ça passe, c'est bon. Parce que l'Union européenne ne peut pas financer des études pour quiconque voudrait mettre un produit sur le marché. Donc on se base sur la bonne foi du fabricant. Est-ce que c'est entendable? Absolument pas. Donc après, on s'en rend compte après, a posteriori. Oh attention, ça c'est toxique. Ah oui, mais ça fait 30 ans qu'on le pulvérise. Bah faut plus. Bon. C'est pas grave. Et c'est comme ça qu'on en arrive en Guadeloupe à avoir du chlordécone qui a détruit tout le sol en irriguant ça sur les bananes. Et il y en a pour 20 000 ans, on est dit de pollution. Donc c'est une erreur sur laquelle on aura l'occasion de méditer 20 000 ans. On ne peut plus rien planter sur ces terres-là. Et 20 000 ans, c'est une estimation qui est arbitraire. Peut-être que dans 20 000 ans, ça ne sera plus là, ou peut-être que ça sera encore là, on ne sait pas. En tout cas, ce n'est pas 20 000 minutes. Donc être conscient de ce qu'on met en circulation. Puis, ce n'est pas parce que c'est invisible qu'un produit est invisible qu'il n'est pas sans effet. Si on voyait les croisements d'ondes électromagnétiques, la 3G, la 4G, les ondes radio, les ondes relais, le Wi-Fi, le Bluetooth, etc., tout ça, si on le voyait croiser, on prendrait peur. Et si on voyait les particules de pesticides, de fongicides, d'herbicides, en tout genre, se balader, on prendrait peur. Et si on voyait les souillures qu'il y a dans l'eau, qu'on arrive à rendre translucide par l'aluminium, qui est un produit hautement toxique, on prendrait peur aussi. Mais vu que c'est invisible, ça passe. Qu'est-ce qui est invisible aussi? Une émotion. On accepte tout à fait de plaindre celui qui a une fracture, une hémorragie, une amputation. Mais on peut avoir des bleus à l'âme, violence égale au niveau de l'intensité. C'est invisible. Comment traiter ce qui est invisible? Comment expliquer ce qu'on a du mal, nous, qui souffrons de ces maux-là, à expliquer, à conscientiser? Alors c'est compliqué. Il y a encore peu de temps, il faut rappeler qu'on lobotomisait, qu'on trépanait. C'est il y a quelques dizaines d'années. Donc là, et on camisolait. La camisole physique a été remplacée par la camisole chimique. Est-ce que ça règle la problématique et la tristesse et le désarroi de l'individu? Non. Ça peut sauver une vie temporairement si la personne a des pulsions morbides. Est-ce que ça lui règle son problème? Non. Et donc il faut faire ce travail de gestion des émotions, de comprendre
qui est cet individu, quelle est son histoire, quelle est sa souffrance. Et on le sait, ça, aujourd'hui, que ça agit sur la santé, parce qu'il y a une réaction hormonale face au stress. L'adrénaline, le cortisol. Et puis on affecte l'ensemble du système neuro-endocrinien. Et puis on le sait que toute cette subtilité-là, que l'homme vit, ça a une action sur la matière, puisqu'on a démontré l'effet placebo. Donc l'humain lui-même est capable de créer, d'influencer la matière, de se déclarer une pathologie. Et là, on arrive à la notion de biologie totale. C'est l'école allemande, par le très controversé Dr. Rike Hammer. Histoire rapide, cancérologue très estimé dans les années 70, qui, 6 mois après le décès accidentel de son fils, déclenche un cancer des testicules, au même moment où sa femme déclenche un cancer des ovaires. Donc il se dit, tiens, peut-être quelque chose à comprendre. Donc il entreprend de cartographier le corps, selon les types de cancers, en demandant à chaque fois aux personnes si elles ont subi un événement traumatique, et si oui, lequel. Et à chaque fois, il y avait une réponse. Et avec les dizaines de milliers de personnes qu'il a vues, il a fait des correspondances. Et donc, il avait des résultats incroyables en rémission, mais en guérison. Simplement, en faisant son métier de cancérologue et en couplant avec un travail de psychothérapie, en envoyant vers un psychothérapeute en disant travaillez cet aspect-là par rapport à la relation à la mère, par rapport au décès du père, par rapport au divorce, par rapport à l'accident de la route. Voilà. Il avait tout cartographié le corps. Mais vous avez aussi le médecin Claude Sabat, qui avait travaillé. Et donc ces travaux-là ont ouvert la porte à l'école dite de la somatisation. Les fers de lance, ce sont les Québécois, qui sont très connus. Vous avez Jacques Martel, vous avez Lise Bourbeau, et leurs livres sont aujourd'hui des best-sellers. Et pourquoi ils sont des best-sellers? Parce que ça parle aux gens. Parce que quand on lit ça, on se dit, mais oui, c'est ce que j'ai vécu, c'est ce que je suis en train de vivre. C'est ce qu'hier j'ai dépassé ou c'est ce que je suis en train de traverser, ça me parle. C'est pas fou ce truc-là. J'ai bien déclenché ma pathologie par un déséquilibre émotionnel aigu, par quelque chose de violent ou par quelque chose de répété qui est devenu chronique et qui m'a épuisé et je l'ai somatisé. Aujourd'hui, on le sait. Mais vous avez aussi Claudia Rainville. Elle, c'était la métamédecine, encore une québécoise. Vous avez aussi Jean-Jacques Crèvecoeur ou Roger Fiamenti. Vous en avez plein des auteurs et qui ont travaillé sur des cas et des cas qui aboutissent à chaque fois aux mêmes choses, c'est que les maladies sont souvent causées par un conflit psychologique traumatisant, impossible sur l'instant à gérer, et ça développe un surstress. Et j'ai dit tout au début qu'un stress, déjà on le voit tous, on peut se déclencher une acidité, une colique, une diarrhée, un ulcère, une poussée d'eczéma. On le sait aujourd'hui. Mais ce n'est pas que ça. C'est aussi ça. Donc on a tout cet éventail de choses, de connaissances. Et puis il y a quelqu'un qui a également fait beaucoup, c'est le docteur David Servan-Schreiber, cancérologue, atteint du cancer. Et bien pour sauver sa peau, il a enlevé ses œillères et il a fait un travail colossal et en s'aidant, il a aidé des millions de personnes. Il a été partout dans le monde, il a voyagé, il a ramené notamment un outil qui s'appelle la cohérence cardiaque, entre autres, et des informations alimentaires, il les a fait traverser l'Atlantique. Et il a travaillé sur des outils de gestion du stress, et lui, il a allongé sa durée de vie. Et il a permis de faire un lien entre tout ce qui était savoir alternatif et la médecine conventionnelle, et de faire un lien entre les savoirs qui venaient d'autres endroits que l'Europe, pour les compiler dans ses ouvrages, dans ses conférences, dans ses séminaires, pour les rendre disponibles au plus grand nombre, ses confrères médecins, comme le grand public.
Et donc ce sont des travaux de grande qualité. Et là aussi, ça partait du stress et il a amené des choses qui n'étaient pas très occidentales. La pleine conscience, la relaxation, les méditations, des choses qu'on pensait farfelues, mais lui, il les expliquait physiologiquement, hormonalement. Il parlait du système nerveux central, il parlait de l'action sur les hormones, il a détaillé, il a amené l'explication sur quelque chose qui était certes éprouvé, mais pas encore justifié. Enfin, c'est pas lui qui a ça, mais il a amené ça à la connaissance, notamment des Français. Comment se matérialise aussi le stress? On sait aujourd'hui que le thymus, qui est un organe clé du système immunitaire, la réserve de lymphocytes, peut voir sa taille diminuer et être divisé par 2 en 24 heures en situation de stress aigu. Donc on le voit bien, l'impact du stress physiquement. Et là sur un organe aussi vital que le thymus. D'ailleurs ça veut dire énergie vitale en grec, thymus. Et il y a tout un tas de thérapies aujourd'hui sur les maladies lourdes comme cancer, sida, où on stimule le thymus, où on injecte des extraits de thymus animaux et on voit le système immunitaire réagir de manière exceptionnelle face aux cellules cancéreuses. Donc là aussi, c'est un axe de recherche intéressant et enthousiasmant. On sait aujourd'hui l'influence de la pensée, mais aussi, on sait aussi que 80% de nos pensées quotidiennes sont négatives. On a toutes les raisons de se plaindre tout le temps. Réveil qui fait trop de bruit, conjoint qui a les pieds trop froids dans le lit, je me cogne le gros orteil dans la porte, je regarde dehors, il pleut, il fait froid, je ronchonne parce que le vêtement que je voulais mettre n'est pas repassé, et puis quand je vais manger mon bol de céréales, ben, il n'y en a plus dedans. Et puis il n'y a plus de café en plus. Puis la voiture, il faut la dégivrer, il faut la gratter, j'ai froid dedans. Et puis il y a des mauvaises nouvelles à la radio, puis il y a des embouteillages. Et puis il y a un collègue que je ne peux pas saquer qui était en vacances qui est revenu. Puis j'ai des dossiers chiants à traiter, j'ai des clients chiants à rappeler. Puis à la cantine, c'est pas bon. Et puis j'ai pas le temps de prendre ma pause parce que j'ai plein de boulot. Et que je retourne chercher mes enfants à l'école, ils ont eu des avertissements, des mauvaises notes et ils font le bordel. Et puis en plus, mon conjoint ou ma conjointe me laisse pas regarder mon émission préférée à la télé le soir. Donc c'est complet. Et ben voilà. Une bonne journée. Très bonne journée. Et on va dire, je comprends pas, j'ai du mal à m'endormir. Oh ben, prends d'autres un somnifère. Je comprends pas, je sais pas ce que j'ai. Hein. Ah bah oui. Bon, on le sait, l'influence de la pensée sur les choses, la pensée positive. C'est un chercheur japonais qui l'a mis en lumière, Masaru Emoto, qui a montré la cristallisation sensible de l'eau en présence d'émotions, voire même d'intentions. Il l'a prouvé, multiprouvé, test en double aveugle, laboratoire, on n'y croit pas, on n'y croit pas, on n'y croit pas. Ah, bizarrerie des bizarreries, il y a un prix Nobel qui s'y intéresse, Luc Montagnier. Puis lui, par des chemins détournés, il arrive plus ou moins aux mêmes conclusions. Ah là, on ne peut plus rigoler. C'est un prix Nobel. Et qui a découvert le VIH, donc c'est un peu plus sérieux quand même. Puis il y a d'autres chercheurs sérieux qui se mettent dessus, puis ils aboutissent aux mêmes conclusions. Ils veulent critiquer les travaux, et zut, en fait, en voulant déboulonner le truc, ils aboutissent à ça. Ben, ils se sont fait prendre à leur propre piège. Donc ils publient les travaux, et ça pullule. Donc on sait aujourd'hui, de manière certaine, que la pensée, l'intention, influent sur la matière. On le sait. Il y a une expérience qui est toute simple à faire, c'est l'expérience du riz, vous regardez sur Internet, c'est Emoto, et on le sait tout ça, on le sait, on le sait, on le sait. Donc on va cultiver dans certains centres la pensée positive. Et bien pourquoi pas? Puisque ça marche, puisque ça a une influence sur la matière. Et puis on sait aussi que des fois, on a des blocages qu'on porte au niveau génétique. Parce que l'ADN se comporte différemment en fonction du stress.
et qu'on va le porter, et que des fois on porte des choses qui ne nous appartiennent pas. Ce qu'on appelle le transgénérationnel, la mémoire cellulaire, les liens ancestraux, etc., etc., etc. Donc il y a tout un tas d'investigations qui ont été faites en psychothérapie, thérapie régressive, autres, hypnose, plein de choses qui aboutissent aux mêmes conclusions et aux mêmes résultats positifs et aux mêmes améliorations de santé. À chaque fois, vers quoi ça renvoie? Le détachement, la pleine conscience, le lâcher-prise, tout le temps. Quel que soit le problème émotionnel, c'est toujours ça. Donc on va dire, ah bah oui, lâcher-prise, c'est facile, comment on fait? Il y a des outils, hein, c'est la relaxation, la méditation, l'épanouissement à travers les activités artistiques, etc. Tout ce qu'on prend pas le temps de faire, en gros, ce que font les enfants. Ils en font qu'à leur tête, et nous, on n'en fait pas qu'à notre tête parce qu'on veut être sérieux. Et on veut être estimé. Et donc on se met une pression pour ça, et cette pression qu'on se met, c'est un stress. Et ça génère en plus une anxiété. Il faut que je sois performant. Pour mon conjoint, pour mes enfants, pour mes collègues, pour mes amis, pour ma famille. Il faut que je tienne le coup. De plus en plus dedans, il faut que je tienne le coup. C'est grave de se dire, il faut que je tienne le coup. C'est qu'on est déjà sur la réserve quand on se dit ça. Il faut que j'assure. Oui, mais il faut que j'assure. On l'entend souvent ça. Il faut que je. Alors, il faudrait prendre le temps de rien faire, d'être léger, d'être oisif, d'être contemplatif, et d'être non productif. Et ça serait sans doute beaucoup plus intéressant et beaucoup plus fructueux. Et on s'en rend compte quand les gens débranchent un petit peu. Il se passe des choses. Mais des fois, il se passe quoi? Je tombe malade. D'accord, on m'a dit de prendre des vacances, je bosse tout le temps. J'ai pris mes 2 semaines, j'ai été malade 2 semaines. Super. D'accord. Eh bien, heureusement que tu es tombé malade, puisque tu ne t'autorisais même pas à tomber malade parce qu'il fallait que tu sois performant. Et là, ça nous renvoie à qu'est-ce que la maladie? Un processus d'équilibre et de nettoyage. On le fait depuis tout petit, on a de la fièvre, on crache, on tousse, on évacue, on extériorise. Si on ne s'autorise pas à tomber malade, les moments où on s'occupe de nous, on tombera malade. Et ce n'est pas un désarroi, ça t'évitera d'être gravement malade demain. Vaut mieux un petit mal aujourd'hui que de grands maux demain. Toutes les maladies sont des tentatives de détoxination et de rééquilibrage du corps, mal compris. Quand on est malade, est-ce qu'on a faim? Non. Est-ce qu'on a soif? Non, on jeûne. Et l'enfant fait ça, il n'a pas de notion physiologique. Et le chien fait ça, et le chat fait ça. L'animal sauvage fait ça. Il est blessé, il va se mettre dans un coin où le chien, vous pouvez lui mettre sa gamelle préférée, son sucre, il ne va pas le prendre, il va rester dans son coin et il va jeûner. Et l'enfant va faire pareil, il va refuser son goûter préféré, son choco préféré et son jus de fruits préféré. Parce qu'instinctivement, il n'est pas là-dedans. Donc il y a quelque chose qui préside à la réflexion, à la pensée. Et il y a autre chose encore qui nous dépasse, c'est tout ce qui est de l'ordre de l'énergétique. Tout l'ensemble du vivant fonctionne sur une structure énergétique. La Terre même, sur laquelle tous les êtres vivants résident, est composée d'une structure énergétique. On l'étudie à travers la géobiologie et la radiesthésie. Cette architecture, cette structure, ce sont des réseaux telluriques. On va appeler ça réseau Curie, réseau Hartmann, réseau Pireux, réseau Wiesmann, réseau Palm, réseau Romani, il y en a plein. Donc on les connaît, c'est souvent les noms des découvreurs. Donc voilà, vous avez des courants énergétiques qui viennent du centre de la Terre et qui ont une influence sur l'environnement et sur les structures vivantes. Quand vous avez un arbre qui pousse de manière tordue, il est sur un croisement de nœuds Hartmann. Quand vous avez une faille dans une maison, généralement, c'est sur un croisement de nœuds Hartmann. Là où vous avez un nid d'hirondelle, c'est sur un nœud Hartmann. Et là où se mettent les chats, généralement, c'est des nœuds géopathogènes. Et là où il y a les mêmes maladies dans les mêmes immeubles,
on est sur des zones géopathogènes. Donc cette notion énergétique, elle est absolument capitale pour comprendre où on est et où on vit. Mais vu que un macrocosme terrestre n'est qu'à l'image du microcosme humain ou végétal ou minéral ou animal, donc il y a une structure énergétique dans toute chose vivante, animée. C'est ce que les sciences orientales nous disent, elles appellent ça le chi, le ki, le prana. Donc il y aurait une énergie tout autour de nous qui animerait toute chose et qui serait à la base d'insuffler une dynamique à toute chose. Eh bien, est-ce que c'est vrai? Parce que là, on est dans l'invisible, on est dans l'immatériel, on pourrait être dans la pensée, dans l'élucubration, dans l'imaginaire. On lit les textes anciens de la médecine traditionnelle chinoise ou les textes de la médecine ayurvédique, on nous parle de méridiens d'acupuncture, de corps énergétique, de chakras, de nadis, de trucs bizarres, mais qu'on sait aujourd'hui expliquer parce qu'on peut les mesurer. On sait mesurer la vibration des chakras, qui sont ni plus ni moins les portes d'entrée de cette énergie vitale qu'on va appeler par exemple prana, et ces chakras permettent au prana de pénétrer dans le corps physique, partout acheminé par les nadis, des canaux qui sont au nombre de 72 000, et il y en a 3 principaux, et de circuler, d'irriguer tout le corps. Et bizarrement, on localise les 7 chakras principaux au-devant des 7 glandes endocrines principales. Les glandes sexuelles, les glandes surrénales, le pancréas, le thymus, la glande pituitaire, l'hypophyse et la thyroïde. Juste devant. Mais il y a une explication, et ces explications, elles sont écrites, comme on le disait en introduction, depuis 5000 ans. Et c'est avec une grande joie et une grande fierté qu'on découvre que c'est vrai, en fait, que ces traditions qu'on pensait être uniquement ésotériques et imaginaires reposent en fait sur des fondements. On sait aux yeux mesurer ça. On sait aussi, grâce à l'effet Kirlian, voir l'aura des humains et les différentes couches énergétiques d'un humain. Donc on sait qu'il y a un rayonnement magnétique, électromagnétique autour de lui. Et on sait mesurer ça, ce potentiel magnétique-là. Et on sait voir ça avec des appareils de mesure. Mais on sait aussi que les méridiens d'acupuncture sont justes et que leurs points sont justes, puisque vous avez des outils qui ont été mis en place en acupuncture pour mesurer. C'est un médecin dont j'ai oublié le nom, le digipunctomètre. Et il y a une fréquence électrique qui varie quand on est sur un point d'acupuncture. Donc on sait qu'il y a une influence, oui, là où les Chinois piquent depuis des millénaires au même endroit, avec les mêmes cartes, les mêmes choses, aujourd'hui on sait distinguer qu'il y a un courant électrique différent, plus faible à cet endroit. Et donc par stimulation, on va réguler la circulation électrique. On le sait ça. C'est pour ça que je dis que c'est une période incroyable. Et donc il faut prendre conscience de la nécessité d'harmoniser nos circulations énergétiques. Tout est en interaction. Les couches et sous-couches de corps subtils qui sont autour de nous, le corps physique étant le plus dense, mais il y en a 6 autres. L'harmonisation de la rotation du sens et de la vitesse des chakras pour faire rentrer plus ou moins fortement au niveau des glandes endocrines le prana, le dégagement des nadis pour faire circuler tout ça, et ensuite les méridiens d'acupuncture pour pas qu'il y ait d'obstruction. Donc ça, c'est une responsabilité. Ça tombe bien, il y a plein de spécialités pour ça. Si on va plus loin, on est obligé de parler de la médecine quantique, puisqu'il y a des médecins qui s'appuient sur les travail des scientifiques, sur la physique quantique, pour dire, bah tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas transposer à l'humain ? Alors en France, la personne qui est le plus connue, c'est le docteur Luc Baudin.
Mais vous avez aussi Frank Kinslow, lui qui est un anglo-saxon. Mais il y en a tout un tas. Et donc, eux, ils font le lien entre la médecine allopathique et la physique quantique. Et la physique quantique explique quoi? La théorie appliquée des ondes corpuscules. Qu'est-ce que ça veut dire de manière plus simple? Que, à un moment, de l'énergie va devenir matière et qu'à un autre moment, la matière va devenir énergie. De la même façon qu'à un moment, l'eau est liquide et à un moment donné, elle va être gazeuse et à un autre moment, elle sera solide. Elle va changer d'état. Et la physique quantique nous explique que derrière la matière, il y a en fait du vide et de l'énergie en mouvement. La matière densifiée d'un humain tient dans un dé à coudre. Vous êtes de l'énergie en mouvement perpétuel qui donne une densité. Aujourd'hui, on le sait, grâce aux travaux des prix Nobel de sciences. Et nier cette évidence-là, c'est nier l'humain. L'être humain est vibratoire. L'être humain est énergétique. Il n'est pas que cela, mais sa base est cela. Et si on ne regarde pas cette évidence-là en face, on aura du mal à comprendre qui on est. Et si on cherche à se guérir, on va être limité, puisqu'on va fermer un œil sur la réalité des choses. Est-ce qu'il y a des thérapies qui nous montrent que ça peut être vrai? Vous avez Samuel Hahnemann, l'inventeur de l'homéopathie au XIXe siècle, qui a prouvé cela. Qu'est-ce que vous avez dans un granule d'homéopathie? Rien. Rien de mesurable. Il y a une chose quand même, l'information. L'information de l'élément qu'on a dilué, des fois des milliers de fois, dans de l'eau, pour qu'il ne reste plus de traces physiques et qu'il ne reste plus que la trace d'information. Alors j'ai parlé tout à l'heure d'effet placebo. Ok, l'effet placebo marche pour les êtres conscients. Si on donne une granule d'homéopathie à l'insu de son plein gré à un enfant ou à un animal, et que ça marche, est-ce qu'on est dans le placebo? Ben non. Donc on est dans l'efficacité thérapeutique. J'espère. Bon, il y a quand même des farouches opposants à l'homéopathie, mais j'espère, avec les millions de personnes qui sont traitées tous les jours par l'homéopathie, on admet quand même qu'il y a autre chose qu'un effet placebo. Donc, on s'est soigné avec de l'information depuis 150 ans. C'est établi, c'est codifié, c'est institutionnalisé au niveau mondial. On serait presque tenté de dire point. Donc la médecine quantique, portée par tout un tas de médecins et tout un tas d'autres thérapeutes, offre un champ de compréhension extrêmement vaste à l'humain. C'est passionnant. On est en train de comprendre qui on est, des êtres subtils, extrasensoriels et profondément émotionnels. Là où la médecine classique, pendant des années, a disséqué, coupé, amputé, fait des ablations, et en fait, on aurait peut-être d'autres voies de recours. Pas tout le temps. Si je me fais arracher le bras par une voiture, ou si j'ai une infection grave sur un organe, vive l'ablation, vive la médecine classique. Mais pour combien de personnes? En pourcentage, on pourrait utiliser des thérapies plus douces. Et si je peux, grâce à ces choses-là, aller vers quelque chose de plus subtil, sans doute que j'irai plus loin dans l'investigation de la cause. Malgré le fait qu'on soit incarné sur un plan physique très dense, il faut tenter au quotidien de se relier à cette énergie, à cette vibration, à ces vibrations qui nous parcourent partout. Alors ça tombe bien, il y a plein d'outils séculaires. Vous avez le tai chi, vous avez le qigong, vous avez la méditation, les techniques de visualisation, le yoga des 5 tibétains, bref, plein de choses. Et même, que faisaient les anciens? Ils faisaient des trucs bizarres, des pyramides, des dolmens, des menhirs.
puis ils le mettaient dans des lieux bizarres. Mais grâce à la biologie et à la radiesthésie, ces lieux ne sont pas si bizarres. Ils sont sur des aplombs de zones énergétiques très fortes. Et vu que nos ancêtres, on l'a vu, travaillaient dans les champs forts, on leur mettait des lieux de recharge à disposition pour qu'ils continuent de travailler, mais de se recharger. Mais s'ils n'avaient pas ça, ils allaient où? Contre des chênes. Ça, c'est toujours fait. C'est bizarre, c'est ce que fait l'animal aussi. Quand il va se reposer, se régénérer, cicatriser, il va dans telle mare, dans tel bout, à un endroit et jamais à un autre. Et vous avez les vaches qui quittent l'abreuvoir à l'abri pour aller boire de l'eau d'orage, parce qu'elle est chargée en électromagnétisme. Et vous avez les églises et les monuments saints, les synagogues, les abbayes. J'ai oublié le nom pour les musulmans, désolé. Les mosquées, pardon. Et donc dans toutes les traditions, c'est toujours été édifié sur des lieux spécifiques. Et on parlait des mosquées. Je regarde un musulman prier, il se tourne dans une direction spécifique et il met son front sur une pierre spécifique. Et bizarrement là, il y a un chakra qui est très fort et qui sert à des choses spécifiques. Ce qui nous amène au 4e point, l'éveil de la spiritualité. Dans toutes les traditions hermétiques et dans toutes les religions, il est question de lien entre l'énergétique et la spiritualité. Alors vous avez des saints dans toutes les religions qui faisaient des trucs bizarres, qui mettaient leurs mains sur des gens qui étaient malades et ça allait mieux. Moi j'appelle ça magnétiseur, chacun appelle ça comme il veut. Et ils disent tous, je ne fais pas de miracle, ce que je fais, vous le faites. Toutes les religions. Bon, d'accord, ça c'est toujours fait. Tout le temps. Et sur les pyramides, vous avez des hiéroglyphes qui disent, quand tu vois un souffrant, mets tes mains et pense à guérir. Tout un tas de choses, tout le temps. Vous avez des représentations figurées de personnes qui utilisent l'énergie. Et aujourd'hui, on comprend que des symboles justifient telle chose. Vous avez des endroits précis où il y a les chakras, les méridiens d'acupuncture, alors qu'il n'y a pas d'instrument de mesure. Donc c'est que l'homme a une sensibilité, une extra-sensibilité pour sentir certaines choses. Qu'est-ce qu'il ressent aussi? Un courant en lui qui lui fait évoquer des choses bizarres. Et puis quand il les partage avec ses semblables, il les trouve moins bizarres. Mais il ne sait pas les expliquer. Ce sont des élans. Alors il faut bien mettre des mots sur les choses, on appelle ça la foi. Parce qu'il faut donner un mot aux choses. Il faut donner quelque chose de fini, un cadre. Sauf que ça rentre jamais dans un cadre. C'est normal parce que c'est un chemin personnel. Comment on exprime sa spiritualité? Il y en a qui iront à la mosquée, d'autres à la synagogue, d'autres à l'église, d'autres au temple. Et puis il y en a qui iront dans la forêt, dans la montagne, dans l'eau, dans la jungle, dans le désert, et qui vivront la même foi avec la même intensité. Et il y en a d'autres qui iront dans les champs, qui mettront leurs mains dans la terre, qui planteront un grain, d'autres qui observeront les oiseaux, et ils ressentiront tous la même chose. Ils se relieront à leur essence propre, seuls ou accompagnés d'autres personnes, peu importe, et ils écriront des livres, comme il s'en écrit depuis l'aube de l'humanité, qui racontent tout le temps la même chose. Le même ressenti gracieux, la même aspiration, la même dévotion, la même reconnaissance, la même gratitude, tout le temps, partout, tout le temps. En Inde, en Birmanie, en Chine, chez les Amérindiens, chez les Esquimaux, c'est des gens qui ne se sont jamais rencontrés et qui racontent tout le temps la même chose. Chaque humain cherche sa reliance spirituelle, chaque humain cherche à vivre une expansion de conscience, parce qu'il sait qu'il vit dans un environnement limité, et qu'au départ c'est pour fuir son malheur, et ensuite c'est pour y chercher son bonheur, qui va dans la foi, souvent.
Il cherche à chaque fois à créer un lien avec la nature, à créer un lien avec la création, mais au final, un lien avec lui-même. L'être invisible qui est à l'intérieur et qui préside à tout, et qui fait qu'en effet, on peut être animé, on peut vivre, se déplacer, faire, dire, agir, sans se sentir absolument en vie. Si on sent que ça ne vibre pas à l'intérieur, on verra qu'on est inconsistant. On le sentira, on aura beau se raconter toutes les choses du monde, dire oh bah, j'ai fait des belles choses dans ma vie, j'ai fait ci, j'ai vu ça, j'ai accumulé ci, j'ai donné ça, d'accord. Et au final, bah, il y aura manqué l'essentiel. Mais qu'à un moment donné, on aura tous eu l'occasion de se confronter à quelque chose qui nous fait vaciller, qui nous fait vibrer. On ne le comprendra pas. Parce qu'on nous explique que si on vivre notre foi, c'est que de cette façon-là. Et ça va être très dépendant de la culture, de la société, du rang social dans lequel on va être. Chez nous, on ne va pas à l'église. Chez nous, on ne va pas se promener dans les bois. Chez nous, on ne parle pas de Dieu. Chez nous, on ne prie pas. Chez nous, on ne médite pas. Bon, bah d'accord. Bah, il va falloir que je trouve mon truc tout seul. Et c'est normal. C'est son chemin. Et tous sont justes. Mais l'homme, il est avide de ça. Et pour trouver ça, qu'est-ce qu'il fait? Bah, toutes les traditions le disent. Fuis l'agitation, puis mange pas trop. Bah oui, le jeûne, c'est avant tout quelque chose. C'est-à-dire que ça vient de nous-mêmes. Ça ne vient pas d'ailleurs, ça vient de l'intérieur. Pour aboutir à chaque fois aux mêmes conclusions, que l'humain vit son incarnation terrestre, pour se transfigurer lui-même, par lui-même, faire des sauts de conscience et passer de l'humain avec un petit H à l'humain avec un grand H, se réaliser, trouver sa mission de vie, quelle qu'elle soit. Il n'y en a pas une qui est plus noble que l'autre. Pour vivre dans un monde où on est tous en lien les uns avec les autres, il faut qu'on ait chacun une définition. Et il faut cultiver des fruits, des légumes, un peu des céréales, des choses comme ça. On peut faire des habits, forger des outils, mettre à disposition des autres de l'art qui soit inspirant. Il faut des thérapeutes, il faut des gens sages qui règlent les conflits. Mais chaque personne a sa place. Et il n'y en a pas une qui est supérieure à l'autre. Ben, on n'est pas là pour être tous sages ou tous thérapeutes. Et on a tous la même fonction, la même grandeur d'âme. La plupart des individus, quand ils trouvent leur place, ne cherchent pas autre chose. Et quand ils ont trouvé, ils ne vont pas chercher à gagner plus d'argent ou avoir plus de pouvoir. Ce qu'ils ressentent à l'intérieur est beaucoup plus grandiose que ce que le monde matériel pourrait leur offrir. On en connaît tous des gens autour de nous. Mais ils vont être bizarres, ils refusent ce que le monde a à leur offrir. Mais quel monde leur offre autre chose de plus grand? Le leur, celui qui est dans l'espace intérieur, celui qui est infini. Et on cherche tous ça. On vise absolument l'unité avec soi-même, avec les autres et avec la création. Et là, on est vraiment dans la physique quantique. Et on est reconnaissant et plein de gratitude pour la création et tout ce qui nous entoure. On aura un respect plus grand pour la nature, qu'on protégera, parce qu'on sait que c'est Hubert Reeves, je crois, qui dit. Je crois que c'est lui. L'homme passe son temps à prier un Dieu qu'il ne voit pas, qu'il n'a jamais vu, et à détruire une nature qu'il connaît très bien, en oubliant que Dieu, c'est la nature. J'ai trouvé ça très fort, vraiment très bien. Qu'est-ce que c'est que la création, si ce n'est la nature qui s'épanouit magnifiquement devant nous tout le temps, et qui est surprenante, pleine de force, au contact de laquelle on arrive à s'équilibrer, s'harmoniser, ressentir des belles choses qui nous font évacuer des tas de choses, qui nous font ressentir des tas de belles choses. On cherche ce lien permanent à la nature.
Et donc on cherche souvent des maîtres, des guides, quand il s'agit juste d'aller là où la nature est la plus brute et la plus sauvage pour avoir les meilleures initiations. La contemplation, c'est la meilleure des méditations et du savoir. Le paysan qui prend le temps d'observer la nature au contact de laquelle il est en permanence est aussi sage et savant que le lettré qui va passer son temps dans un lieu saint à prier, à méditer et à réfléchir. Ils aboutiront les deux aux mêmes choses par des moyens différents. Et c'est pour ça que chacun sa définition et chacun sa place. Chaque étape de la vie n'est qu'une succession d'expériences où aujourd'hui on sait que on n'est pas tout à fait un corps qui merveilleusement a une âme. On sait, c'est pas on pense, c'est pas on croit, on sait que nous sommes une âme dans un corps et pas l'inverse. Comment on peut dire qu'on le sait? Eh bien, vous avez tout un tas de travaux, de thèses, généralement de médecins ou chirurgiens anesthésistes. En France, vous avez le docteur Charbonnier, qui lui a prouvé par une thèse médicale validée par ses pairs qu'il y a bien une vie après la mort. Mais vous avez des tas d'autres anesthésistes qui ont fait des expériences. Alors, vous pouvez lire son livre, c'est un livre poche, c'est 8 € bien investis. Un cadeau qu'on se fait à soi-même, puis un cadeau qu'on fait aux autres, c'est très bizarre, parce que là, en quelques pages, on change sa conception de la vie. Puisqu'on nous explique tous les protocoles qui font que les gens qui ont vécu des expériences de mort imminente, donc il n'y a plus rien qui marche dans le corps là, il n'y a plus d'influx électrique dans le cerveau, il n'y a plus d'activité organique, et le mec qui revient dans le corps et il te raconte, il te dit, ben là le protocole c'était ça, il y a une enveloppe sous-scellée à la cire, et il y a uniquement l'anesthésiste qui sait ce qu'il y a dedans, pas le bloc opératoire, et encore moins le patient. Et le mec dit, ben, il y avait ce mot-là, j'ai tout vu, j'ai entendu ce que vous avez dit, il y avait telle chanson, alors pendant que le mec était mort, ça filme, etc. Et on le sait, et ça a été répété pas une fois, pas deux fois, pas trois fois, mais des milliers de fois. Et les gens rapportent des événements. Ils sont morts physiquement. Et ils racontent tous la même chose. Une omniscience, voilà, un savoir. Et ça, on est émerveillé de découvrir ça en Occident. Et avec votre émerveillement enfantin, vous allez parler ça à un Indien, puis vous dire, ouais, puis, ouais. Et donc, tu viens de découvrir le karma et les vies antérieures, ouais. Ben, on l'a écrit depuis 8000 ans, mais c'est bien, félicitations à toi. Mais nous, on pensait que c'était du folklore. Ben, pourquoi ce serait du folklore? On passe notre temps à étudier ça, on perd notre temps, qu'est-ce qu'on fait? Puis on travaille sur nous, puis on essaye de... Oui, mais on pensait que c'était des blagues. Les chakras, tout ça, on pensait que c'était des... Non? Ah bon, on pensait. Oui, pendant vous pensiez, nous on savait. Donc on sait. On ne peut plus dire qu'on ne sait pas. À l'époque où on est, c'est que, bon, on pouvait dire, bon, c'est d'autres cultures, hein, c'est gentil, mais nous, on a inventé la bombe quand même. Hein? Chacun son truc. Mais là, on sait. On sait valider ce que toutes les cultures ont installé, y compris la nôtre. Quand on lit l'héritage des Celtes, eh ben, on découvre que ben, tiens, telle plante, il a donné pour tel truc exactement, qui parlait des solstices, des équinoxes, des énergies, de telle chose, de se retarger près de quel arbre, de mettre les choses... Ben, toute la science est expliquée, la science alimentaire, toute la science énergétique, tout le savoir sur comment contacter l'âme, quoi faire, ça ne bouge pas d'une virgule avec toute la connaissance accumulée. On n'est pas capable. On n'est même pas capable de reproduire la grande pyramide de Khéops. On n'est pas capable, avec le savoir moderne, de la reproduire. Est-ce qu'on aura l'humilité de comprendre que l'homme sait exactement qui il est et ce qu'il faut faire depuis qu'il existe? C'est comme l'enfant qui sait
et à qui on dit d'être raisonnable et d'écouter les règles. Les règles de quoi? Du monde qui marche si bien. Donc il passe son temps, les premières années à désapprendre, et il passe le reste de sa vie à essayer d'apprendre pour essayer de mourir heureux. Mais il est tout à fait heureux, l'enfant. C'est les adultes qui lui disent comment faire qui sont malheureux. Et il était tout à fait savant, l'homme arriéré, non civilisé. Et aujourd'hui, l'homme civilisé, tout à fait heureux dans son orgueil, de découvrir des choses et de mettre des brevets, des noms, sur quelque chose qui existe depuis des millénaires. Mais c'est pas grave. Si ça sert la cause commune, on prend quand même. Si ça permet de mieux nous comprendre, on prend quand même. Si ça nous permet d'avancer dans la santé, dans la compréhension du monde, dans la conscience, eh ben on prend quand même. Il faut qu'on sorte du paradigme où on pense que l'homme doit uniquement se nourrir physiquement, ou alors qu'on dit oh, « j'ai trouvé ce qu'il fallait, le résultat de sa santé c'est ça », ou les thérapeutes qui vont dire « mais toutes les maladies, c'est la bouffe, il suffit de manger comme ça, vous ne serez pas malade », ou non, c'est la somatisation, ou non, le travail subtil des énergies, ou non, la spiritualité. Ben pourquoi on ne prendrait pas tout? On sait que ça marche sur les 4 dimensions. Eh bien, on prend à bras-le-corps ces 4 dimensions, ce qui permet quoi? D'être léger sur les 4, plutôt que d'être forcené sur un. De tenter de chercher la performance et les super résultats sur un truc. Moi, je sais que personnellement, je me contente d'être moyen partout. Ça me suffit tout à fait. Mais si tu actives qu'un levier, il faudra que tu t'attaches vachement fort à lui, il faudra que tu déploies vachement d'efforts. Tandis que tu en fais un petit peu sur tout, tu es tranquille. Tu médites 5 minutes, tu vas prendre l'air une demi-heure, tu marches 20 minutes, tu manges correctement, tu te fais à manger, tu fais des courses correctes, tu as des relations sociales agréables, tu te mets à l'écoute de ton corps en faisant une petite relaxation, petite cohérence cardiaque de 5 minutes. Bon, tout ça, ça va te prendre quoi? 3 heures sur 24. Ça va? C'est bien investi. Ça permet en plus de vivre plus longtemps, à ce qui paraît, et d'être opérationnel quand il faut l'être. Eh bien, on achète. Et par mimétisme, on va faire, parce qu'on aspire tous à être bien, donc on va voir l'autre, c'est quoi son secret? Il n'y a pas de secret, en fait. Il fait ce qui est bon pour lui. Et quand on fait des choses, on le sent, et on ne force pas. Donc il faut s'évertuer à nourrir ces 4 plans. Nourrir son corps, nourrir ses émotions, nourrir sa réserve énergétique et nourrir son âme. Et là, on sera équilibré. Et surtout correctement incarné pour vivre l'expérience de vie qu'on a choisi de vivre ici. Et qu'on ramènera plus tard pour évoluer encore et encore et encore et encore. Et si on étend notre conscience, se rappeler, et pas pour encore une fois repartir à zéro. L'humanité repart à zéro en permanence. Les mêmes échecs, les mêmes guerres, les mêmes erreurs. Mais l'humain, il sait ça, il dit on va laisser ça des traces pour ceux d'après. Il ne faut pas qu'on oublie, on en a chié, on a fait des guerres. Mais comment on peut faire? On va faire des rouleaux, on va les enterrer. Bah tiens, les manuscrits de la mer morte. Non, on va frapper des grands coups de marteau dans les murs. Ok, puis nous on dit, oh, t'as vu le savoir, c'est rupestre. On n'est même pas capable d'aligner un bâtiment avec tous les ingénieurs du monde plus au nord qu'une pyramide. On est incapable de tracer au laser une fleur de vie, comme c'est le cas sur le temple d'Abydos, qui a 4000 ans. On est incapable de le faire. Incapable. Tout le savoir de l'humanité. Vous mettez 6 milliards d'humains pour faire la même pyramide que Khéops, on ne sait pas le faire. Vous mettez 6 milliards de savants humains pour tracer aussi finement au laser des choses, on est incapable de le faire. Un peu d'humilité, puis de se dire, on va prendre, même si on ne connaît pas, puisqu'on laisse en permanence des traces pour après, et on recommence perpétuellement, 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 génération après génération, civilisation après civilisation. Et à chaque fois sont dites les mêmes choses. Il prie les rivières. Oui. Ben nous, on prie quoi? Des centrales électriques pour continuer à avoir du Wi-Fi. Chacun sa prière. Et donc, on est tout à fait heureux, on est beaucoup plus heureux
au bord d'une rivière, quand on l'entend couler, quand on entend le ressac, le remous de la marée, quand on regarde un coucher de soleil, on peut mettre n'importe quel fond d'écran ou n'importe quelle vidéo en 4K, on ne sera pas aussi impressionné. Quand on entend le souffle du vent dans les feuilles, on entendra la meilleure mélodie en Dolby Surround, ça rendra pas ça. On aime tous ça. On vibre tous pour ça et on n'attend que ça. Et il faut prendre ce qui est bon de la technologie parce qu'elle nous apporte ces informations-là, elle nous permet de les vivre. Mais il ne faut pas oublier d'aller à l'intérieur de nous, puis au dehors de nous, déjà au contact de l'autre, et surtout de la nature, et celle-là, on pourra s'épanouir en tant qu'humain. Le corps, c'est une usine alchimique qui transfigure, qui transmute en permanence. De la nourriture, des molécules, des émotions, des énergies, des aspirations. Rendons-nous disponibles à tout cela, ouvrons-nous à tout cela pour nous laisser traverser de toutes ces influences naturelles et positives. Et on ne sera pas dans l'illusion, on ne sera pas béat, puisqu'on sera correctement incarné, parce qu'on vivra nos émotions, on ressentira des choses subtiles, on sera dans la matière, dans le faire, dans l'accomplissement. Les 4 plans sont à vivre 25, 25, 25, 25%. Et il y a des moments dans la vie où on doit plus vivre des choses que d'autres. Il y a des fois, on n'est que dans la matière, puis il y a des fois, on a des besoins de moments où on développe sa spiritualité. Puis il y a des fois, on a des moments d'être au contact de la nature, de ressentir les énergies subtiles. Eh bien, c'est pas grave, puisque on ne cherche pas l'équilibre sur un court laps de temps, mais sur la dimension, l'échelle d'une vie. Mais il faut nourrir ces 4 plans-là absolument. Sinon, il y a une disharmonie, il y a un manque, il y a une lacune, et va apparaître la maladie pour nous témoigner par nous-mêmes. Un manquement pour qu'on s'équilibre et qu'on évolue.